Après, je me suis mis à coder en Visual Basic pour faire une application pour que nos parents puissent nous attribuer de manière plus égalitaire les tâches de la maison. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Mathieu Damour, cofondateur et CTO chez Braver, une plateforme de communication collaborative pour professionnels de la santé. Quand je parle avec Matt, j'ai une shit tonne de fun tout le temps, donc sorry à l'avance pour les fous rires. On raconte son parcours de dev qui est assez insane, qui passe par LA avec son père, au placement chez 10X, à cacher des stock options quand même early, puis finalement, on couvre Braver, l'écosystème health tech au Québec aussi. Alright, on passe au show. Let's go! Mathieu Damour, bienvenue sur Ça se passe. Merci, Frank. Je suis content de t'avoir ici. Merci d'avoir bravé la pluie, les constructions, la Rive-Sud, etc. Ça fait plaisir. Matt, on connaît le nom l'un de l'autre depuis un bon bout. Mm-hmm. Je me rappelle de la première fois qu'on a vraiment pris le temps de se parler. On était au Tori Izakaya en Basseville de Québec. Ouais. C'était vraiment le fun. T'avais une chemise colorée. T'as souvent des chemises colorées. Sur ouais, LinkedIn, j'ai pensé la mettre aujourd'hui, ouais. Mais justement, je me suis dit, le monde va dire « Ah, c'est qui ça, Matt? » Ils vont aller voir sur LinkedIn, ils vont dire « Ah, il porte tout le temps la même chemise. » Okay, ouais. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Toujours deux coups d'avant. Toujours. Mais comment on s'est connus? C'est-tu genre Tristan ou quelqu'un de moi? Ça se pourrait. Tristan a travaillé pour... Tristan, il a fait notre design system. Ça a été le designer de Braver, ouais, au début. Parce que j'ai travaillé avec lui chez FireEye. Puis, oui, c'est vrai. Ouais. Fait qu'il nous a aidé à kickstarter ça. Puis pour les gens, mettons, qui te connaissent pas Braver, fais-moi un petit ou un moyen recap de t'es qui, toi? Genre, comment que ça a commencé ta carrière de startup, puis comme founder et tout? Ouais. C'est une grande histoire quand même. Okay. Je suis comme un passionné de code depuis vraiment, vraiment longtemps. Genre en secondaire 2, j'ai appris à programmer. C'était dans un contexte un peu particulier. Mon père nous avait amené toute la famille à vivre à LA parce qu'il a fait partie de la dot-com bubble à l'époque. C'était vraiment glamour. On était à Los Angeles, on allait à Beach, puis tout. On voyait des célébrités. C'était la grosse affaire quand même. Parce que la start-up pour qui il travaillait interviewait des célébrités. Fait que, des Bruce Willis, puis tout. Les gens, on était invités dans ces événements-là. C'était glamour au fond. C'était quand même fou. Puis, ça s'appelait quand même, juste si je peux... Ça s'appelait Dr. Drew. Mais ça, c'était à l'époque où genre, tu raisais parce que tu avais un certain nombre de visiteurs sur ton site. Là. Ouais, t'avais un nom de domaine. Ouais, c'est ça. Tu avais un nom de domaine, puis tu avais genre un compteur de visites. Tu étais comme check, j'ai, je sais pas, 30 000 visites, tout le monde capotait. Tu raisais des millions, puis tout. Fait que ça. Ton père était dev? Ouais, il était dev. Okay, c'est toujours dev aujourd'hui. Ah ouais? Puis j'en parle un peu plus tard, mais il fait partie de la genèse de Braver aussi en tant que dev. OK. T'as comme eu la piqûre jeune. Ouais, c'est ça. Secondaire 2, après, j'ai commencé là-dedans. Après secondaire 3, la dot-com bubble, elle a pété. Fait qu'on est, on est revenu au Québec. Ouais. Sans vouloir nommer personne, mon père a travaillé pour une grosse compagnie de consultation québécoise. Puis il trouvait ça quand même moins satisfaisant, mettons. Moins. C'est legit. Ouais, c'est ça. Puis. Moi, je voulais ça aller. Ça a fait que j'ai trouvé ça un petit peu moins attirant, mettons, comme domaine. Même si j'aimais ça programmer, faire une carrière en informatique ne m'intéressait plus. Parce que ton exemple premier avait ce côté peut-être beige-là que ton père vivait à ce moment-là, du moins. Exact. Okay. Ça, c'était un moment où tu prends des décisions, tu sors du secondaire, tu t'en vas en sciences pures, tu fais quoi? Fait que là, je suis allé en sciences. Fait que moi, j'ai fait un bac en physique, en fait. J'ai pas fait informatique du tout. T'es sérieux? Ouais, c'est ça. Wow. Mais toujours en faisant de l'informatique sur le site. Fait que je faisais des projets quand même de plus en plus complexes. Genre, je contribuais pour ceux qui sont en tech, mettons, si vous vous rappelez de CoffeeScript, là, oui. C'est genre du JavaScript. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que j'ai été un contributeur dans CoffeeScript pendant que j'étais dans mon bac. Là, je contribuais au langage de CoffeeScript et tout. Puis j'étais comme vraiment attiré vers ce genre de projet-là, quand même complexe, en informatique. Puis en sortant de physique, je suis allé vers une maîtrise en neurobiologie. Grosse histoire, là, genre, c'était supposé être en neurophysique. Finalement, mon prof a fait un ACV. Je me suis ramassé en biologie parce que l'autre prof qui a pris la maîtrise était en biologie. Je n'avais jamais fait de biologie. Là, je me suis comme rampé up la bio. C'était une genre de grosse aventure bizarre. Ça, c'était maîtrise. Là, genre. Maîtrise, oui. Okay. Circa 2010, fait-on. OK, c'est bon. Puis, mais là, je codais mon propre système d'analyse de données.
parce que je trouvais que les systèmes pour analyser les données étaient comme trop veg. Mettons. Fait que je me suis dit, je vais faire un système. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu Oh, veg. excuse. C'est parfait, dude. Non, c'est sick comme mot, j'adore ça. On va le mettre dans les show notes. Fait que ça, je me faisais mon système d'analyse de données. D'autres étudiants sont mis à l'utiliser parce que on était comme plus productifs avec ça. OK. Puis, à un moment donné, j'ai comme eu la réalisation que j'aimais mieux travailler sur mon système de gestion des données expérimentales que faire ma maîtrise. Fait que je me suis dit, bon, il faut que je m'en revienne à ça. As-tu drop out? J'ai drop out de la maîtrise. Commencé une start-up. C'est un bon origin story. C'est ça. Je voyais que les... Drop out. Faut que tu drop out pour être un founder. T'as ton diplôme. Comment ça, tu finis tes cours? C'est quoi tu sors? Fait que là, je sors de la maîtrise, je commence une start-up en genre académique. Là. Fait que je me suis dit, il y a une opportunité pour améliorer le travail des researchers. Finalement, ça n'a pas super bien marché. C'était comme un mauvais timing. Mettons. Après ça, il est venu d'autres projets qui ont révolutionné le monde du research, mais vraiment plus dans l'open source. Fait que c'est pas moi qui arrivais avec un projet, metton, commercial, un but lucratif. Faire ça, c'était comme ça rentrait pas dans les budgets des universités, fait que ça a comme... Je veux faire un gros pas de recul parce que tu me dis, secondaire 2, là, je commençais à coder puis à triper tout ça. Ouais. Tu codais sur quoi, genre? T'étais-tu un genre de... Un gars de... j'étais un bon poseur de questions. Ben oui, c'est ça, c'est quand même bon, ouais. J'entends pas rire. Ouais. Je ris pas du tout. C'était-tu des maps StarCraft? C'était-tu... je sais pas, c'était quoi qu'il y avait? Counter-Strike, il y en a qui hackaient des forums ou je sais pas quoi. Je suis pas tant gamer, en fait. C'est ça qui est drôle là-dedans. Qu'est-ce que tu faisais? C'était drôle, c'était genre du Perl. Ouais. Du Visual Basic. Ouais. C'était beige mais est-ce que tu avais... tu faisais-tu juste genre te faire la main au code ou t'avais genre un projet où t'essayais de builder de quoi? Ouais, c'est tout le temps de travailler par des projets. Fait que mettons Visual Basic, quand j'ai appris ça, c'était dans le temps de Perl, en fait, quand j'ai appris Perl, c'est pour aider des fois à débugger des problèmes que mon père rencontrait dans sa startup à LA. Fait que moi, je le colle mes impressionnés, dire vous avez un bug à telle place, voici comment le solutionner. Mettons, je faisais des trucs de my God. Puis après, je me suis mis à coder en Visual Basic pour faire une application pour que nos parents puissent nous attribuer de manière plus égalitaire les tâches de la maison. Faire du reporting sur genre, on est un peu là, Mathieu, il fait tout le temps la vaisselle, Simon, pas tant, tu sais, des choses de même. Puis, j'étais un adulte dans le corps d'un adolescent, bro. Je dévorais des livres de référence, genre de Visual Basic. Là. C'était c'est malade. Drôle de bête. Ouais. Très cool. Fait que là, ramène-nous ce qu'on était rendu dans l'histoire. Ouais. La première startup, ça fonctionne pas. Tu sais, je pense que quand tu es à l'Uni ou que tu sors de l'Uni, puis tout ça, souvent, tu as beaucoup de naïveté, beaucoup d'espoir, beaucoup de motivation, mais tu pas nécessairement encore compris, genre, comment bien cibler un marché, comment créer un produit qui a une vraie demande, puis qui a un vrai modèle d'affaires built-in, tout ça. Ouais. Fait que next up, tu te dis-tu, genre, je goal sur l'entrepreneuriat encore ou genre, je vais aller prendre l'expérience technique à quelque part? Là? Ouais, on a essayé de pivoter. Là. Je dis pas on parce que mon père m'aidait un peu. Lui, il n'a pas lâché sa job. Là, il était comme, c'est vraiment plus stimulant ça que l'autre compagnie que je n'aimerais pas. Puis, fait qu'il m'aidait des fois, mettons, le soir et fin de semaine, on travaillait là-dessus. Très cool. Quand on s'est rendu compte que ça ne marchait pas en research, on a dit, bon, ce qu'on a fait comme analyse de données, puis gestion de données, cloud, puis tout, est-ce qu'il y a moyen de l'appliquer ailleurs? Ouais. C'est dans le temps de Parse. Je ne sais pas si tu te rappelles, ça dit quelque chose. Non, c'est un genre d'API. Quand les apps mobiles sont venus comme vraiment gros, comme opportunité, tout le monde cherchait un API pour stocker les données, pour pas avoir besoin de se faire un serveur. Mettons. Tout le monde était des mobile developers, mais il n'était pas tant des back-end développeurs. Fait que là, il est arrivé des gens de back-end as a service pour stocker les données, faire la synchronisation de données, des choses comme ça. Mm-hmm. Puis on a dit, il y a vraiment une opportunité là. Mais quand on s'est lancé dans cette direction-là, on est allé pitcher à San Francisco puis tout. Finalement, Parse est arrivé. Rapidement, on a eu un growth de fou, hyper fundé, ils se sont fait acheter, puis on a comme fait, fait chier un peu. Fait que là, on n'a pas réussi à lever tant que ça d'argent à ce moment-là. Mais là, OK, là, on n'a pas le choix de faire une parenthèse, bro. Je veux dire, c'est complètement débile. Ton père, I guess, avait encore un réseau, certains contacts dans la vallée ou SF, tout ça. Fait que via ça, vous avez eu une ouverture à juste aller pitcher le projet sur lequel vous travaillez? Il y avait des contacts, mais pas de temps de SF. Là. Justement, c'était comme plus LA. Là. Ce qui est comme drôle dans Californie, c'est qu'il y a quand même deux crowds un peu. Là. Il y a LA versus San Francisco. LA, c'est un peu moins, mettons, breakneck là, comme San Francisco. Je ne suis pas un expert non plus, là, mais c'est un peu plus appliqué, plus financier, plus showbiz aussi, là, un peu. Ouais, ben c'est ça. La partie, la scène, le créatif puis entertainment à LA, j'avais catché, mais on dirait que j'avais genre jamais allumé sa partie tech. Ouais. Fait qu'on avait comme assez de contacts pour avoir des intros.
mais pas tant first level. Mettons, fait qu'on était capable d'avoir des intros pour une coupe de genre Red Point puis des genres de Mais là, toi, t'as 24 ans là, ou 25 ans, genre, right? C'est ça, on est rendu 2011-2012. Je suis né en 86. Rapidement, je pourrais aller faire le calcul, mais ouais, non, c'était ça. Ouais, j'ai jamais fait de maths sur le podcast, Non, c'est ça le truc. Ou bien sinon, j'ai un motion designer, puis après ça, il peut genre faire les maths. Ouais, c'est ça va être à malade. côté de ta face, De ce genre. côté-là, ouais, ça. OK, fait que t'arrives, ton père, t'as-tu genre preppé sur le pitch? Comment tu t'es préparé pour pitcher à des investisseurs américains à LA? C'était pas bon, là. Honnêtement, Aujourd'hui, aujourd'hui, je regarde ça. Mathieu. Imagine a world where... Imagine a world. Okay. C'était level-là. Fait que c'est comme, aujourd'hui, je veux même pas voir les pitches que j'ai faites, là, tu sais. C'est normal, j'avais pas raisé, là, tu sais. Fait que... OK. Fait que, ouais. Mais c'était quand même des beaux Super apprentissages. Puis, expérience, c'était... À ce moment-là, on était juste deux, essentiellement. Tu sais, moi, je faisais une grosse partie de ça. Fait que je faisais du design, du back-end, de l'infrastructure, à peu près n'importe quoi. Puis ça me stimulait d'apprendre tous ces aspects-là, mettons, concurremment du produit. Mais ce que ça a fait, c'est qu'au terme de ça, quand j'ai run out of les opportunités, t'as plus de cash là, pour continuer d'avancer, je me suis fait plugger. Connais-tu Greg Sadetsky? Oui, de nom plus à cause que le ou de Missive m'en a parlé pas mal. Dans le temps de genre Open Code, puis des trucs comme ça, il y a comme des L'abricot. événements. Ouais, l'abricot. Lui, il m'a plugué chez une genre d'agence high-end de consultants aux États-Unis, 10X. C'est ça. Donc là, j'ai travaillé chez 10X. Explique c'est quoi 10X pour le monde. Ouais. Pour eux. C'est une agence comme high-end. Les autres, ils choisissent... historiquement, les managers de ça, ils manageaient des artistes. Fait qu'ils manageaient genre justement des gigs d'artistes, puis tout ça. Puis ils se sont dit, bon, les artistes sont comme bien en demande pour performer, pour faire des choses qui vaut cher, mettons. Puis ils se sont rendus compte que le genre de besoin pour représenter des gens de dev ou des personnes très talentueuses ressemblait à ça. Puis d'être un genre d'intermédiaire pour bien vendre ce dev-là, après ça, des compagnies qui en avaient besoin, pouvaient faire bénéficier le dev d'avoir des fucking bonnes conditions. Dude, puis, la origin story de 10X, c'est genre du talent management. C'est carrément ça. Ouais. Mind blown, je savais pas pantoute. Ouais. Super intéressant. Fait que là, Greg, il te plug avec 10X. Exact. Puis là, eux autres me pluguent après dans des compagnies qui ont quand même eu beaucoup de succès depuis ce temps-là. Fait que, mettons, Proton Mail, tu connais ça. J'étais le gars qui était amené pour faire le front-end. Parce qu'il venait d'être hyper fundé, crowdfundé, mettons. Fait que là, c'était comme, OK, ça nous prend un front-end, on a comme de quoi, genre, rafistoler des designs un peu, il faut que ça marche. Fait que j'arrivais souvent dans des positions que c'est comme, on a de quoi, genre, sur papier, là, genre, on a une idée, il faut que ça marche, puis là, genre, aide-nous à faire ça. Puis vu que j'avais comme des talents un peu larges, là, autant d'infra jusqu'au design, je pouvais arriver puis comme mettre la main un peu partout puis amener une genre de V1 qui fonctionne. T'sais. Très cool. Fait que j'ai fait ça chez Proton. 10X, comment t'étais? C'est la compagnie qui te payait ou c'est 10X qui te payait ou eux autres? La compagnie payait 10X. 10X gardait 15%, puis ils refilaient le reste. Mais chargeur, c'est cher pour que ça vaille la peine pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Là, ça, c'était fully remote, quand même au début de ta carrière. Ouais. C'était la première fois que tu travaillais remote? Ouais. Avec des Américains, eux autres? Pas un tout américain. Proton, je pense, sont basés en Suisse. OK. Fait que c'était les seuls qui étaient pas neutre. Exactement. Bon, blague. Non, mais c'est carrément le selling point. Là, parce que dans le fond, ils disent nous, on hausse vos emails. Parce qu'il y a comme un truc, là, c'est carrément, t'es pile dessus. Là. C'est que il y a comme le Cloud Act aux États-Unis là, où le gouvernement peut décider de dire à n'importe quelle compagnie cloud montre-nous les données de cette personne-là. Puis là, si la compagnie est en Suisse, ils peuvent pas faire ça. Fait que c'était comme une manière de vendre que c'est sécuritaire chez eux. Dude, on dirait qu'il y a tellement de belles histoires intéressantes dans ta stack de vie que genre j'avais aucune idée. Ah ouais? Là, je suis comme Chris, il aurait dû me dire ça la première fois qu'on est allé manger. Faut pas toutes livrer les cartes. Non, c'est ça. On avait une dans ta chemise. Ouais, OK, man. Fait que là, 10X, c'est quoi? Ça fait son temps, tu tannes d'être genre un peu à la freelancer remote. What's next? Ouais, fait que là, ce qui est drôle dans ce genre de dynamique-là, c'est que souvent, les gens, ils vont chercher un consultant 10X, puis après, ils se disent, ce gars-là, après, il va être un early employee. Ils veulent l'engager. Fait que ça vient tout le temps qu'à dire, on va t'offrir un job, t'aimerais-tu venir travailler pour nous autres? Fait que là, Proton, ça fait ça, mais il voulait que je devienne plus involved, puis ça me tentait pas tant de comme déménager, puis tout. Fait que je voulais rester à Québec. Fait que c'est souvent le moment où je sortais des gigs, c'est quand ils disaient, veux-tu devenir un employé? Puis il fallait que tu viennes sur les lieux. Parce que souvent, c'était correct quand c'était remote, tant que c'était à contrat. Mais du moment que tu devenais un employé important, il n'y avait pas encore une culture de genre être fully remote puis rester remote. Intéressant. À cette époque-là. OK. Fait que pis ça, j'imagine que 10X, le management était comme au courant de ça, puis que c'était comme un genre de churn un peu built-in de leur modèle. Ça arrive. Puis
Puis les autres, en plus, ils font la scène parce que quand ils. quand une compagnie dit finalement, je voudrais. Ce contracteur-là, je voudrais l'engager full-time, il faut qu'il paye 1 an de salaire en genre de pénalité. Of course, c'est dans le contrat. Ben oui, c'est ça. Fait que les autres sont comme t'es rendu un employé, c'est pas grave, tu viens nous revoir après. Fait que là, ça s'est passé, je suis devenu un employé pour Whoop après. Connais-tu Whoop? C'est quoi ça? C'est des bracelets pour les athlètes. Ah, oui. Absolument. Fait que là, c'était quand je suis venu pour les autres, c'était pour les autres, ils voulaient mettre en place du data analytics sur pour que les athlètes puissent voir leurs données, l'évolution jour après jour, puis tout. Fait que on avait des designers. Moi, c'était réalisé, c'était dashboard là aussi. Fait que j'ai travaillé pour eux autres pendant un certain temps. Je suis devenu employé d'eux autres, compagnie de Boston. Puis encore là, c'était la même chose. Ils disaient au début, ils voulaient que je sois remote, puis après un certain temps, ils disaient on aimerait vraiment que tu déménages à Boston, puis que tu deviennes une personne importante dans l'équipe, puis tout. Puis pourquoi tu voulais rester à Québec si c'est pas trop indiscret? Je sais pas, j'aime vraiment Québec. Ouais. C'est comme, j'aime ça travailler remote. Ouais. C'est le fun d'être comme dans tes affaires, de pas. J'aime pas tant la vibe dans un bureau, honnêtement. Là. J'aime ça de temps en temps, dire aller dans. On a un bureau chez Braver, c'est quand même le fun. Mais j'aime vraiment être remote quand même. Je t'en ai parlé avec, je pense, Guillaume amplement là, dans ton pod là, sur les avantages de ça. Fait que je répéterai pas les avantages, mais c'est pas mal pour la même raison. Je crave ce genre de job-là. Puis c'est pour ça que Braver, on est aussi fully remote. Puis t'as-tu un cercle social, familial assez fort à Québec aussi? J'aime beaucoup mon réseau social ici, ma proximité avec ma famille. Je trouve ça malade, man. T'as-tu une bonne relation avec ton père encore? Oui, absolument. Ouais. Mais tu sais, que vous ayez eu cette proximité-là de construire des choses ensemble, soit que ce soit du code ou des compagnies que vous avez essayé de faire ensemble. Puis... Parce que c'est sûr que, tu sais, moi j'ai perdu mon père, j'étais flow, puis c'est vraiment fucked up parce qu'aujourd'hui, ça fait 23 ans. Genre pile. Aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, quand on enregistre. Mais tu sais, c'est plus aussi genre rough que c'était, tout ça. Puis double fucked up, en fait, j'ai rencontré ma blonde le même jour. Fait qu'aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis avec ma blonde. Fait que c'est comme une grosse date, genre. Mais quand j'entends des histoires, justement, de fils et pères, ça m'amène tout le temps quand même à chercher. Puis on dirait que c'est comme une version de on build une cabane à oiseaux ou un cabanon ensemble, mais genre logiciel. Je trouve ça crissement malade, man. Non, c'est un beau privilège. Puis tant mieux si t'as encore une bonne relation avec. Fait que là, quand est-ce que FireEye arrive dans le décor? Si tu parles le next step? Ouais, dans le fond, tout de suite après Whoop, je suis rentré pour une petite compagnie de Washington, D.C. qui s'appelait Invotas. En cybersécurité. On faisait une genre de tech de pointe en cybersécurité à ce moment-là qui était de l'orchestration d'infrastructures de cybersécurité. Fait que c'est enabler des security engineers à programmer des genres de workflows automatisés. Quand il se passe de quoi dans des gros systèmes qui semblent indiquer une attaque, de répondre de manière automatisée à cette attaque-là. Fait que ça, c'était comme nouveau, le circa 2015-2016. Invotas, c'était une petite startup qui avait fait une genre de preuve de concept qui avait été bien fundée parce qu'il y avait des gros clients comme Bank of America, Département de justice et tout. Puis là, j'ai été amené par Tenex dans ce projet-là pour faire le UI qui permettait aux security engineers de programmer ces workflows automatisés, puis après travailler sur l'engin lui-même d'automatisation. Puis pas longtemps après, là, disons, j'ai peut-être travaillé pour eux autres 9 mois avant qu'ils soient achetés par FireEye. Fait que ça sont fait acheter par FireEye. T'avais-tu des stock options dans cette compagnie-là? Ouais, c'est ça. Fait que c'était le exit probablement le plus rapide de l'histoire. C'est que genre, ils m'ont fait une offre pour que je devienne un employé. Je trouvais ça vraiment cool, la tech sur quoi on travaillait. L'offre incluait énormément d'actions parce que j'étais comme un employé clé, mettons. Ouais. Puis t'avais fait tes preuves déjà via le contrat avec Tenex. C'est ça. Fait que là, je fais ça, puis genre, quelques mois après, il est comme « Hey, on s'est fait acheter par FireEye. » Ding, ka-ching! Ka-ching, ouais, c'est ça. C'est vraiment hot, dude. Ouais. T'es chanceux, là. T'es vraiment été chanceux. Ouais, mais on a tous des luck et des bad luck avec le timing des fois, puis quand ça passe, tu le prends. Moi, c'est bien ça que j'ai fait. Exact. Puis là, est-ce que je veux creuser un petit peu cette histoire-là? Je pense que oui, man. Okay. Parce que toi, t'étais remote pour cette compagnie-là de DC. Ouais. Ils se font acheter par FireEye, qui est aussi américain ou pas? Américain aussi. Ouais, américain de San Francisco. Aussi. Comment, toi, t'as vécu l'acquisition comme employé à ce moment-là? C'était-tu stressant? C'était-tu une surprise? Y a-tu de quoi à dire là-dessus, tu penses? Ou... Ça a été une surprise, honnêtement, parce que ce qu'on avait entendu, c'est que le CEO, il raisait. On s'attendait à ce qu'il y ait une grosse ronde. Il raisait une genre de grosse série A de genre 20 millions, de quoi de même. Puis on pensait que c'est vers ça qu'on s'en allait. Mais là, ce qu'on savait pas, c'est qu'en parallèle, il était en talks avec d'autres personnes pour se faire faire
qu'on se fasse acheter. C'est une couple d'investisseurs qui ont dit « T'as perdu mon temps, Biggie. » Ouais. Regarde, ils s'achetaient de l'optionnalité, là. Je veux dire, c'est bien correct. Ah oui, c'est ça. Fait que, on s'en est pas c'est arrivé, je me suis fait appeler genre vendredi soir. Je dis « Hey, by the way, on est en train de se faire acheter. » Puis tu vas recevoir par courriel là l'offre, mettons, que la compagnie te fait. Parce que, tu sais, les actions, le package d'actions que j'avais pour une Votas, c'était vesté. Puis là, il n'était pas complètement vesté. Fait que là, il fallait comme trouver une manière de faire la transition des actions. Fait que là, ça allait m'arriver par courriel. C'est arrivé vraiment vite. Là. Fait que j'ai pas vécu de transition dans ça. Puis ils voulaient juste qu'on continue à travailler heads down sur la tech. Sur ce produit-là. Ouais, c'est ça. OK. Puis il t'est resté combien de temps après? Ça fait 2016. Un petit peu moins de 2 ans. OK, quand même. Ouais. Pour aussi vester les actions. Parce que à peu près 6 mois après qu'on soit rentré dans FireEye, c'est devenu hyper politique. Puis, tu sais, il y avait comme un peu de compétition à l'interne. C'était mal géré, là, la genre comment est-ce qu'ils absorbaient des compagnies quand ils achetaient. Puis, les compagnies, le Venn diagram était comme pas super bien défini, mettons. Fait qu'on arrivait, puis on pilait un peu ces pieds d'autres compagnies qui étaient déjà là, qui étaient en train de déjà se battre pour amener certaines valeurs. Puis, on arrivait, puis on était comme, on fait quoi de mieux que vous autres? Puis là, ça amenait des genres de dynamiques là, vraiment un peu toxiques à l'interne. Fait que puis il y a eu beaucoup de backstabbing puis tout. Fait que à tout bout de champ, je disais tout le temps à Marie-Lou. Tu sais quand même ton épaule. Hey, c'est bon. Ouais, c'est lui. Il va pas me backstabber. Mais là, Matt, on dirait que j'ai tellement de questions, dude. Mais là, faut pas que ça dure 6 heures comme podcast. Non, mais en théorie, c'était 5 minutes max pour toi. Là, fais ça vite, Big. Ouais, c'est ça. Là, je veux pas. Non, mais man, c'est fucking intéressant. Puis c'est des trucs tout pertinents pour l'audience aussi et pour moi. Fait que FireEye était déjà assez gros. C'était-tu genre public? Ouais, c'est une compagnie publique. Ah, c'était OK, je savais même pas ça. OK. Ouais. Fait que c'était déjà rendu assez gros que ses next steps de croissance, c'était des M&A puis de l'acquisition. Ouais, exact. Fait qu'il y avait combien de compagnies qui étaient des morceaux à l'interne qui étaient des compagnies qui avaient été achetées par FireEye, genre? Le nombre exact, je pourrais pas te dire. Probablement une dizaine de petites compagnies. Okay. Puis ils venaient de faire une énorme acquisition dans le milieu du service qui était Mandiant. Je sais pas si ça dit quelque chose, ce nom-là. Mandiant? Ouais, Mandiant. Je sais pas. C'est quoi pourquoi c'est quoi là? Ben, je sais même pas si mendiant en anglais, ça mendiant, ça veut dire c'est sûr que je dis n'importe quoi. Je pense pas. Mais c'est une compagnie de consultation qui était souvent appelée dans des cas de des hacks comme phénoménal, mettons. Là. Fait que c'est eux qui, les gens de first responder, ils arrivent puis ils sauvent les meubles, mettons, dans des énormes hacks gouvernementaux puis tout. Puis fait qu'il y avait une grosse renommée. FireEye les a achetés pas longtemps avant de nous acheter. Fait que FireEye est devenu vraiment gros en termes de M&A, puis d'absorption de cultures différentes, de genre de services, puis tout. Puis FireEye, à la base, c'était même pas du SaaS, c'était genre des appliances. Là. Fait que c'était genre des espèces de tours de serveurs que les compagnies achetaient puis mettaient dans leurs infra pour gérer la sécurité. Donc. Wow, OK. Puis là, tranquillement, essayer de changer vers le SaaS. Nous autres, on arrivait avec du SaaS. T'avais du service, t'avais du produit, t'avais différentes géographies de... Clusterfuck. Exact. Wow. Puis on le voyait un peu là, quand on est arrivé, il y avait une genre de narrative de l'action est à genre 15-16, mais ça va genre grossir, on projette à genre 50 d'ici la fin de l'année. Puis quand je suis parti 2 ans après, il était genre à 14. Là, fait que au moins, c'était liquide, comme dans le sens où on avait du vesting d'actions qu'on pouvait immédiatement exercer ou vendre si on voulait. Okay. Fait que c'était quand même. On a quand même pu tirer notre épingle du jeu pareil. Là, ben, elle s'est fait acheter depuis. Tu dis on? Puis les autres personnes de Québec qui ont fait partie de cette. C'était qui? Il y avait François Lehoux, le frère de Phil Lehoux? Ouais. Bonjour François. Salut François. Il y avait Tristan. Tristan aussi? Tristan Labbé était là-dedans. Okay. Mon père aussi. Ah ouais? Il va tout à revenir dans l'histoire. En fait, mon père est là. Il va sortir. Hey! Yvon, on va l'appeler dans son nom, Yvon. Là. Mais... OK, c'est bon. Lui aussi était là-dedans. Puis PA, il était-tu là-dedans, lui? Non. Non, OK, c'est bon. All right, folks, petit shout-out à Coveo, employeur certifié SaaSpass. Coveo, c'est une plateforme d'intelligence artificielle pour entreprises à la fine pointe. Si vous voulez une solide carrière dans un scale-up d'ici qui sert des clients comme Salesforce, Xero, check them out sur saaspass.com/partenaire avec un S, puis checkez notre job board pour voir tous les postes ouverts. OK? Back au pod. Avant qu'on bouge à Braver, il y a quelque chose qui m'intrigue par rapport à ton profil, mettons, c'est... Tu as mentionné souvent que tu étais capable d'aller un peu partout sur la stack de compétences techniques, c'est-à-dire, tu as parlé d'infra, tu as parlé de back-end, tu as parlé de front-end, tu as parlé de design. Y a-tu, premièrement, comment tu fais pour être capable de genre tout naviguer là-dedans? Puis y a-tu une zone dans laquelle tu t'es spécialisé ou dans laquelle tu dirais que tu es meilleur versus une que tu struggles un petit peu plus? Ou? Je dirais que
je suis quelqu'un de vraiment curieux, puis, mettons, tout m'intéresse. Je pense que c'est probablement la clé à la base de tout ça, parce que en tech, tu veux dire. En tech, là. Ou at large, parce que le design, biologie et plein d'autres affaires. Ouais, c'est ça. Même biologie, mettons, quand je parlais de la maîtrise tantôt, j'ai pas comme fait « Oh merde, faut que je fasse bio, ça me tente vraiment pas, mais je vais aller faire une maîtrise. » J'étais comme « Ah, mais c'est quand même fucking intéressant. » Fait que, je suis quand même quelqu'un de curieux fondamentalement. Puis je pense que c'est pour ça, tu sais, souvent quand on entend dans une équipe, mettons, les personnes qui sont vraiment back-end, puis ils sont pas tant infra, mettons, mais quand ils en parlent, c'est aussi parce qu'ils sont comme ça m'énerve l'infra. Souvent, fondamentalement, si quelque chose t'intéresse vraiment, puis que tu es comme attiré vers ça, puis que tu as vraiment le goût d'apprendre, je pense que bon, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Puis je pense que vu que je suis ouvert à apprendre, puis on dirait que l'idée de savoir un produit de l'infra au design, comment ça s'exécute, de vraiment le connaître de bout en bout, il n'y a pas de secret dans rien de ça. Ça m'attirait énormément, mettons, quand je suis arrivé dans le monde des startups. Mais moi, je pense aussi que ça te positionne dans un endroit privilégié comme founder. Ouais, être capable d'avoir de la visibilité sur toute la stack. Il y en a combien de founders qui ont aucune idée de ce qui se passe dans leur app? Et ils sont capables de raiser puis de vendre en esti, ouais, d'engager. Fait que tu sais, je veux dire, il y a de tout, là. Ouais. Mais, OK, dude, puis si t'avais à répondre, genre, c'est dans laquelle de ces dimensions-là que t'es le meilleur, tu penses, aujourd'hui? C'est une bonne question, parce qu'au final, je pense que je peux être... c'est vraiment difficile comme question. Parce que, au final, mettons, je passe l'essentiel de mon temps aujourd'hui, c'est plus sur le front-end. OK. Mais aussi, on en parlait tantôt, mais Braver, c'est comme un tick front-end. C'est un tick client. Là. C'est un client quand même. L'application front-end est quand même complexe parce qu'il y a de l'end-to-end encryption, puis de l'offline, puis plein de choses comme ça qui rend que c'est une application quand même complexe. Mais avant d'embarquer sur le front-end, j'ai travaillé énormément sur le back-end avec Yvon, puis d'autres personnes. Puis je pourrais pas dire que je suis meilleur dans un... OK. Non, c'est ça. Je pense pas que je suis meilleur dans une affaire plus qu'un autre. C'est legit. Ouais. On l'a mentionné assez. Expliquons, c'est quoi? Braver. Fais-moi le genre de elevator pitch. OK. Braver, c'est une plateforme de communication pour les professionnels de la santé. Et nouvellement pour le patient et le proche aidant, la famille, etc. Okay. C'est une application qui est utilisable sur le web, sur iOS, sur Android, qui permet de remplacer les use cases normalement utilisés pour le téléphone, la padgette, le fax, tous ces outils-là archaïques qui sont utilisés encore aujourd'hui parce que on le voit maintenant là, dans les nouvelles, là, c'est encore utilisé. Puis, on l'a définitivement vu dans les nouvelles récemment. On a vu les chiffres qu'on utilise quand on pitch à des investisseurs, c'est que il y a une référence. Il y a une référence, mais on arrête là. OK, c'est bon. on va pas plus loin. C'est correct. Ouais, souvent, ce qu'on pitch à des investisseurs quand on parle de ça, c'est que c'est estimé qu'entre 125 et 150 milliards est gaspillé annuellement en Amérique du Nord dans le domaine de la santé. Okay. Dans des processus qui sont archaïques. Fait autant gaspiller sur du papier que du temps attendu sur le bord du fax, que attendre au téléphone que l'autre réponde, ce genre de choses-là. C'est à peu près pour cette quantité-là. Fait que ça, c'est à peu près la grosseur de l'opportunité qu'on a besoin de transformer, mettons. Mais c'est ça. Fait que nous autres, c'est un outil qui permet de faire tout ça de manière adaptée au domaine de la santé. Fait hyper sécuritaire. Donne-moi un genre d'exemple bien grossier de qui l'utilise pour faire quel genre d'action, avec qui il l'utilise, genre, juste pour que je comprenne mieux. Ouais. Il y a beaucoup de use cases, fait que c'est vrai que je t'en dis 3. Ouais. Vas-y, volet en mitraille, puis on y va. Ouais, c'est bon. Ouais. Fait que, mettons, un physio voit un patient, puis il sait qu'il y a une douleur chronique au dos. Ce patient-là, il y a aussi un médecin de famille, puis il y a aussi un pharmacien, peut-être, pour différents problèmes d'antidouleur, genre de choses-là. Le physio, s'il voit que il va parler au patient, il va voir comment est-ce que sa douleur évolue, etc. Il va peut-être dénoter que la médication n'a pas l'air de marcher parce qu'il a encore mal au dos. OK. Et encore, la douleur n'est pas contrôlée, mettons. Fait que là, lui, il est capable de contacter le pharmacien puis le médecin pour dire « Hey, la médication n'a pas l'air de marcher parce que le patient, il me dit à moi que la douleur persiste, etc. » Direct dans Braver, mettons. Direct dans Braver. Fait qu'il peut trouver le médecin, ou la clinique du médecin, ou trouver le pharmacien, puis il dire ce genre de choses-là. Si, par exemple, c'est un cas de CNESST, il y a aussi une question de les physios et les médecins ont besoin de s'organiser pour des réclamations. Fait que là, ils peuvent le faire directement dans Braver plutôt que de s'envoyer des formulaires par fax ou des affaires comme ça.
Un autre cas qu'on a, c'est de l'hospitalisation à domicile. OK. Ça, c'est genre les patients retournent à domicile après quand ils sont rendus quand même sous contrôle. Sauf qu'ils ont des appareils connectés pour les suivre à distance, pour être sûr que ça se dégrade pas trop. Puis les infirmières appellent les patients à domicile, etc., pour voir comment ça va jour après jour. Fait qu'ils utilisent tout Braver pour communiquer avec le patient. Ça veut dire que tu as des non-professionnels de la santé, B2C-ish, patients, qui vont utiliser Braver. Ouais. Mais ça, c'est plus récent. C'est plus récent, ouais. Okay. C'est depuis cette année. Puis c'est pas qu'eux vont chercher Braver puis disent « Ah, je vais utiliser Braver », c'est que c'est l'hôpital qui dit « OK, utilise Braver, on va te parler là-dessus ». Super. T'as-tu une couple de chiffres à me lancer pour avoir un portrait numérique? Ouais. Fait que dans le fond, côté revenus, on est à peu près pas loin de 600 000 de revenus annuels récurrents. On avait un petit peu plus que 200 000 en décembre passé. Fait qu'on est vraiment dans un growth pas pire. On pense qu'atteindre le million de revenus annuels récurrents dans les prochains mois. C'est beau milestone. Ouais, c'est ça, on l'attend, le million. Apparemment, c'est le premier qui est plus long. Après ça, les autres vont plus vite. On a raisé jusqu'à maintenant pas loin de 3 millions. Seulement en Angel. Fait que pas de VC. Okay. On est un peu. Ça a été fondé quand, excuse? En 2019. 2019, c'est bon. Fait que ça fait 5 ans et demi qu'on existe. OK. Le staff, l'équipe, ça ressemble à quoi? C'est 6 devs en plus de moi. OK. Une gestionnaire de projet puis Customer Success. Ouais. Marie-Lou, qui est cofondatrice et qui s'occupe des ventes et ce genre de choses-là. On a un conseiller médical qui nous aide à orienter le produit puis qui nous donne des cues sur plein de choses du milieu médical. Comment ça marche? Il est sur le payroll, lui? Il n'est pas sur le payroll. Il est comme contractant indépendant. C'est ça. Mais c'est ça. Il est souvent impliqué, mettons. Exact. OK. Cool. Puis tout le monde est distribué, j'imagine, de par ton amour du télétravail. Exact. On a du monde au Saguenay, à Montréal, un peu partout, mais toujours au Québec. Toujours au Québec. Ouais. Ouais. Parce que vous, un marché dans le health tech, c'est souvent géographiquement scopé à cause qu'il y a des particularités, je pense, en fonction d'une province ou d'un autre petit. Tu pourrais probablement pas juste distribuer Braver de même en Europe ou aux États-Unis. Il y aurait des trucs à. Ouais. Peut-être que je parle à travers mon chapeau, là. Fait que disons si j'ai raison. C'est quand même une bonne question parce que dans le fond, en ce moment, la réalité, c'est que nos clients sont seulement au Québec. Okay. On est en train, on vient de signer un partenariat qui va nous aider à sortir du Québec. On ne peut pas le dire officiellement c'est qui, là, mais c'est un gros joueur. Très cool. Qui va nous amener ailleurs qu'au Québec, dans le reste du Canada puis aux États-Unis. Okay. Il y a pas. Ce qui est particulier, c'est que le monde dit beaucoup dans le domaine de la santé, il y a une énorme différence entre le Canada puis le Québec. Puis c'est sûr qu'il y a une énorme différence côté rémunération. Fait que c'est qui paye pour les soins. Ici, c'est gouvernemental. Aux États-Unis, c'est plus des systèmes privés, c'est des assureurs, tout ça. Sauf que la manière que les cliniciens ont besoin de travailler, fait que le fait que le physio a besoin des fois de dire au médecin que certaines choses se passent, etc., les besoins de communication sont quand même les mêmes, pareil. C'est bon. Puis on s'est assuré que ce qu'on fait n'est pas trop influencé par qui va payer. C'est-à-dire on va être capable de tirer notre épingle du jeu même dans un contexte où le payeur, c'est un assureur. Fait qu'on ne s'est pas bloqué de porte pour expandre à l'extérieur du Québec. Mais là, toi, Yvon, c'était un codeur. Marie-Lou, ta copine, était-tu dans le domaine de la santé? Ouais. OK, fait que là, ça va être, j'imagine, le filon de l'émergence du problème Braver, c'est via Marie-Lou un peu? Exactement. Raconte-moi l'histoire. Ouais. Fait que là, on se recule au moment où... On se recoule. Je t'agace. Ouais, jusqu'au moment où j'étais chez FireEye puis je parlais tout le temps de partir. Marie-Lou, elle me disait, attends un peu, regarde. Elle écrit un chiffre, regarde qu'est-ce qui va rester si tu restes là encore 3 mois. J'ai comme, OK. Fait que là, mais on rentait, puis moi, je voulais comme m'en aller de Braver. Elle était en train de finir son MBA, fait qu'elle a fait un MBA après avoir fait son démarche en physiothérapie. OK, c'est physio. Elle pratiquait en physio quand elle a fait son MBA. Elle était en train de finir son MBA, puis là, on s'était déjà mis à parler de faire une start-up ensemble pour... là, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble à cette époque-là? 1 an et demi, 2 ans. Là. OK. Des projets ambitieux de couple pour un début de relation. Ouais, quand même. That's cool. Fait qu'elle me parlait beaucoup des insatisfactions qu'elle avait dans son travail. Le genre de choses qui étaient comme ça, pas de bon sens. Puis moi, je lui parlais de comment est-ce qu'on travaille en informatique. Là. On a des affaires comme GitHub, Stack Overflow, des affaires qui sont très collaboratifs. On est très ouvert là, comme communauté sur parler des défis qu'on a, puis aller chercher des contributions d'autres personnes pour résoudre des problèmes. Puis je lui parlais de ça, puis elle a dit ça n'a pas de bon sens que ça ne soit pas aussi seamless le faire en santé, parce qu'au final, ça a de l'importance. Là. Si on était capable de mieux travailler ensemble, on aurait un impact concret sur le patient. Puis on était comme ça, pas de bon sens, comment on peut résoudre ça? Puis, de là est né le besoin de faire Braver. C'est tellement un beau parallèle, l'ouverture puis l'aspect collaboratif du monde de la tech puis du dev à d'autres milieux. Puis c'est hâte que ça soit comme ça qui est à la genèse. C'est vraiment vos deux mondes qui se sont rencontrés. Exact. C'est votre bébé.
Alright. Fait que là, c'est bien cool d'avoir une belle idée de communication collaborative dans le domaine de la santé au Québec, puis tout ça, mais genre, ça veut pas dire nécessairement que c'est facile à développer ou que le monde sont prêts en ce moment à payer pour ça, même si c'est un pain que Marie-Lou, elle avait. Fait qu'elle était un peu en mode dog fooding, je vais régler un de mes propres besoins que j'ai senti dans ma carrière. Ouais. Comment vous commencez les premières étapes de validation un peu Braver? Ouais. Elle, comme je disais, elle sortait de son MBA, puis elle avait vraiment trippé sur le cours de design thinking, genre user-centered design, puis tout ça. Puis elle arrivait vraiment dans une dynamique de moi, j'ai eu mes problèmes en tant que physio, mais c'est-tu la réalité des médecins, des autres personnes? On le sait pas. Fait que, honnêtement, on a commencé la démarche de Braver en fait en 2018, à l'été 2018, pas en 2019, c'est quand on s'est incorporé. Fait que, entre 2018 puis février 2019, la date de notre incorporation, on a juste fait des rencontres avec des professionnels de santé. On a rencontré à peu près une 50aine, autant dans le milieu hospitalier, des médecins en GMF, des pharmaciens, tout ça. Puis on essaie de comprendre, mettons, leur workflow, leur pain. On a vraiment passé beaucoup de temps. Marie-Lou me retenait, je voulais écrire du code le plus vite possible. C'était comme, il faut faire de quoi, on le sait, là, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut le faire. À mon éditeur qui va écouter ça, clippons ça. Parce que Chris, qu'il y en a. J'ai parlé avec un jeune founder, Matt, hier. Super sweet, super smart. Non. On fait un marketplace pour faire X, Y, Z. Je veux pas jinxer son idée ou whatever. Il me démo en localos toute sa plateforme. J'étais comme, dude, c'est tellement trop avancé pour le niveau de validation que tout. C'est cool, c'est sick, là. Mais genre, t'as-tu parlé à tant de monde? T'as-tu essayé de prouver si tu peux régler le problème pas avec du code, genre, ou d'une autre manière? Puis, oui, c'est ça. Fait que c'est bon que tu le dises. Aussi, de façon aussi claire que ça. Fait, mais je vais même creuser encore plus parce que je le fais le conseil, je le donne le conseil de hey, validez-le, parlez à du monde, pitchez pas votre solution, parlez de leurs problèmes, etc. Est-ce que vous avez juste leveragé un peu le réseau de Marie-Lou pour avoir accès à tous ces professionnels de la santé-là? Comment tu fais pour avoir accès à 50 professionnels de la santé sur moins d'un an ou un an? Je sais pas. Ouais, c'est sûr que notre échantillon s'est ramassé un peu biaisé par le fait qu'on allait chercher ce monde-là, mettons, sur les réseaux sociaux. Fait qu'on allait chercher un peu du monde plus tech. Tu sais, mettons, parce qu'il y a quand même beaucoup de professionnels de la santé, mettons, sur LinkedIn, sur Facebook. Ouais, c'est ça. Fait qu'on allait chercher du monde qui était déjà là à... Ah non, ok, toi, tu dis c'est ça, l'inverse. Old school. C'est ça. New school. Ouais, new school. Des gens qui étaient déjà dans une pratique. C'est pas... Je m'excuse. Fait qu'on allait chercher des professionnels de la santé tech savvy. Ouais, c'est ça. C'est bon, vas-y. Fait que eux nous exprimaient quand même clairement leurs besoins, mais on les trouvait sur les réseaux sociaux. Okay. Fait que puis le monde sont honnêtement vraiment ouverts. DM. Tes ajoutes sont comme c'est cool, ils ont l'air d'avoir une start-up eux autres. Puis là, ils étaient ouverts à ce qu'on se parle. On les allait rencontrer en personne. Puis, en personne? Beaucoup en personne, ouais. Cool. Puis vous parliez plus du problème ou vous pitchiez votre solution ou je sais pas, vous en étiez... Non, c'est ça. Marie-Lou, t'es vraiment by the book. Le design thinking, c'était comme on parle zéro de ce qu'on fait. Fait que là, on arrivait puis on fait juste leur demander. C'est à la fin qu'après, on lui disait ce qu'on voulait faire. D'ailleurs, ce qu'on voulait faire au début, c'était pas du tout ce qu'on... C'était quoi? On voulait faire une plateforme pour accorder les patients dans des changements d'habitude de vie. Fait que, mettons, on disait, si quelqu'un veut comme devenir un peu plus sportif, mettons, ou courir son premier 5 km, des affaires de même. Puis on voulait trouver une manière de les matcher à des professionnels qui allaient les aider à améliorer leurs habitudes de vie, mettons. Genre de middleman, quasiment pas marketplace. C'est intéressant quand même. Ça aurait été plus tough à monétiser. Oui, vraiment. C'est comme un two-sided market. Là, parce que, on s'est rendu compte finalement que vu qu'on n'arrivait pas, puis on disait au monde, c'était une bonne idée de faire ça. On était comme nous autres, c'est quoi vos pains? Personne ne parlait de ce pain-là, honnêtement. C'était comme cette partie-là, c'était un peu dans notre tête. Mais ce qui revenait beaucoup, c'était justement la communication, puis le fait que c'est tellement un pain de se parler, Puis il y avait beaucoup d'autres affaires sur la paperasse. Vous en avez parlé justement, je pense, avec Curway. Là. Les gens ont beaucoup. C'est pas ce problème-là qu'on attaque parce que c'est juste dans. On peut pas tout régler les problèmes en même temps. Ouais, c'est pas ça qui nous animait non plus. Mettons, la communication, c'est comme ça a l'air vraiment cool à régler dans notre cas. Fait que. Comment est-ce que ces gens-là réglaient le problème avant, mettons, Braver ou d'autres logiciels? C'est-tu un classique? Y avait-tu des logiciels en place, dans le fond, pour essayer de faire ça ou c'est juste good old, genre téléphone? C'est l'enfer. Là. C'est genre, en ce moment, là, des cas de physio veut dire de quoi au médecin. Mettons. Il écrit une lettre, puis il le donne au patient. Puis il dit, patient, oublie pas d'amener ça à ton médecin. Des fois, il prend la lettre. Quand il est comme, j'écris de quoi, mais je veux pas que le patient le voie. Parce que des fois, c'est de quoi? Le patient, il dit qu'il a mal au dos, mais en fait, je pense pas qu'il a mal au dos. Ouais, peut-être que ça peut être payé par le micro, ce que je viens de dire, en tout cas. Matt a dit... Matt, il a dit que peut-être que le patient, c'est pas vrai qu'il a mal au dos. Des communications entre professionnels que tu veux pas nécessairement... Les fax,
ou bien il essaie de l'appeler, mais tu sais. Fax. Ouais, il fax. Puis, mais s'il essaie de s'appeler, le problème, c'est que tout le monde est en consultation. Fait que, mettons, si t'es comme, OK, moi, entre 2 patients, je vais appeler le médecin. Il est comme, le médecin est en train de voir un patient. Ouais. OK, dis de me rappeler. Et il rappelle, moi, je suis en train de voir un patient. Fait que, tu sais, c'est épouvantable. Il ne peut pas se pogner au téléphone, tu sais. Ouais. Puis, asynchrone, puis ça, c'est un point important à dire, les courriels ne sont pas permis. C'est pas assez sécuritaire, les courriels, pour transmettre ces choses-là, parce que c'est trop facile de hacker une boîte de courriel. Hostie. Puis c'est trop facile de forwarder un courriel à quelqu'un d'autre. Les leaks de données sont trop faciles, fait que les courriels ne sont pas recommandés. Fait que toi, c'est tous des paramètres ou des bloquants que tu as utilisés pour designer un peu ta solution. C'est comme tu respectes ces paramètres-là, mettons, avec Braver. Ouais. OK, cool. Puis t'as mentionné un petit peu plus haut, il y a genre 5 minutes, whatever, que vous avez raisé 3? À peu près 3 millions. À peu près 3 millions. Ouais. Mais en ange seulement. Fait que, genre, vous avez financé la business comment? Là? Dis-moi en plus là-dessus. Ouais. Fait qu'on a, par plusieurs petites rondes, fait qu'on a on a essayé de raiser du VC, honnêtement. Okay. Sauf que notre projet est quand même assez ambitieux. Parce que si tu digues dans le problème de la communication, c'est comme un obvious que genre, ça n'a pas de bon sens qu'on soit encore en train d'utiliser les fax puis le téléphone. Ouais. Ça, c'est comme obvious. Premier step, tu dis, ça n'a pas de bon sens que ce soit encore le cas. Deuxième step, c'est, mais pourquoi ça n'a pas encore changé? Ouais. Puis il y en a énormément qui ont essayé de changer ça. On n'est pas les premiers. Puis ça n'a jamais marché. Parce qu'il y a des dynamiques dans le système qui font en sorte que c'est vraiment difficile de déplacer ces moyens archaïques-là. Puis rapidement, un VC ou d'autres personnes comme ça sont comme frileux. Je regarde ça, puis je vois juste des failures. Des personnes qui ont déjà essayé de faire ça. Puis c'est pas juste depuis 1 an que les gens essayent. Là, c'est depuis très, très longtemps. Puis il y a juste des failures. Nous, on est comme moi, mais nous, ça va être différent. Ouais, exact. Puis là, c'est encore, OK. Mais il faudrait que tu sois rendu un peu plus loin pour que je considère que tu as vraiment dérisqué ce qui est des gens de red flag. Je pense aussi que le VC au Québec, de ce que j'entends et de ce que je comprends, il est peut-être un peu plus risk-averse que dans d'autres. Je pense que si on avait fait ça à partir de San Francisco, peut-être ça aurait été différent. On a essayé une année de raiser un peu plus du côté américain. Un des problèmes qu'on a, c'est que dans le milieu de la santé spécifiquement, les VC américains, ils veulent voir des revenus américains parce qu'ils ne comprennent pas. Ils peuvent pas regarder, mettons, ta traction puis tes revenus que tu as générés au Canada puis dire ça va se transposer comment ça, aux États-Unis. Parce qu'ils pensent que le système ne mappe pas, genre. Que ton go-to-market site ne pourrait pas s'appliquer là. Okay. Intéressant, dude. Puis, OK, fait que les anges, eux, sont un petit peu plus YOLO. T'as des beaux yeux, une belle chemise, on te fait confiance, genre. On est un petit peu plus, mettons, aspirationnel. Mettons, on va chercher beaucoup des professionnels de la santé. On a beaucoup de médecins, pharmaciens. Ouais. Psychologues, c'est du monde un peu dans le domaine de la santé qui feel le pain, qui voit que genre faut que ça change, tu sais. Puis qui ont assez d'argent pour dire qu'ils peuvent mettre un peu d'argent à bêter là-dedans. On n'en a pas 100, là, c'est pas une énorme quantité. Il y en a quand même beaucoup qui en ont remis puis qui sont au final qui ont mis une genre de participation de 150, 200, 250 là-dedans. Fait que là, t'as une stack ou une cohorte d'anges investisseurs qui a poté du cash sur genre, je sais pas, 4-5 ans là, depuis commencer. Mais une majorité de ces gens-là sont des professionnels de la santé? Moitié professionnels de la santé, moitié, un peu moins que moitié founder tech aussi. On a des founders. Puis on a une OSBL aussi dans le domaine de la santé, qui est Desercom. Je sais pas si je connais pas, chose, non? C'est une OSBL quand même grosse là, dans le milieu des ambulanciers, puis nice. qui est dans le domaine de la santé aussi, dans le fond. Puis eux, dans le fond, ils ont tout à gagner à ce que vous réussissiez à changer un peu ce milieu-là. OK. Prenons la portion professionnelle de la santé. Ouais. Est-ce que tu les as aussi flippés en early adopters, puis en utilisateurs, puis pour aller chercher du feedback, puis tout? Ah oui, absolument. C'est cool, ça, man. Ouais. Fait que souvent, on essaye de prendre dans des milieux, mettons, différents pour pas avoir une surreprésentation de, mettons, médecins spécialistes. Puis c'est important, les médecins spécialistes, mais genre, pour pas que ça on veut pas que ça devienne... genre. c'est ça, c'est comme, finalement, c'est une app, les médecins spécialistes. On en a de médecins spécialistes, on a des médecins, médecins de famille, mettons, on a des pharmaciens, on a des médecins qui travaillent en clinique privée. On a vraiment un paysage assez varié. Là. Mais là, les founder tech, c'est-tu juste du monde comme moi, mettons, qui ont exit puis qui ont dit, eux autres, ils ont un beau projet, on croit en eux. Exact. C'est ça, c'est bon. Il manque juste toi, en fait. Meilleur pitch, man. Reverse ou non? On s'en reparle. Oh, dude, c'était excellent, ça.
Tu as parlé de certaines dynamiques dans les systèmes de santé ou le système de santé qui font en sorte que les moyens de communication archaïques sont tough à déplacer. Ouais. Tu peux-tu en parler un peu plus de ça? Genre, me donner des exemples ou comme... Ouais, ce qui est particulier dans le domaine de la santé, c'est que il n'y a pas comment je veux dire ça, les praticiens, mettons les médecins, infirmières, tout ça, ils utilisent tous des logiciels qui sont spécialisés pour leur travail à eux. Got it, OK. Puis il n'y en a pas un qui fait tout. C'est tous des verticaux vraiment différents. C'est pas un Shopify de la santé. Non, c'est ça. C'est tous des verticaux vraiment différents qui ont toutes des particularités. Mettons, quelqu'un qui travaille en cancérologie versus un médecin de famille, ils ont tellement des pratiques différentes que ça s'applique. Tu peux avoir un logiciel commun pour tout ça. Fait que c'est énormément de petits logiciels, énormément de logiciels spécialisés dans leur verticale, mettons. Puis ces logiciels-là sont pas faits dans une optique de... il y en a qui vont avoir des outils de communication intégrés, mais c'est souvent un side feature, mettons. Quelque chose de minimal pour laisser des notes, des petits aspects par-ci par-là. Fait que ça permet au monde dans le département, par exemple, de cancérologie de se parler. Mais ça permet pas au monde ça ne met pas avec d'autres personnes qui utilisent d'autres systèmes. OK. Fait que cette fragmentation-là du marché fait en sorte comme que... des murs, genre... Carrément. C'est plein de walled gardens qu'il faut que toi, tu arrives avec un trou, percer un tunnel horizontal avec ton... Exact. Nous, on se positionne beaucoup de même. On essaie d'être... C'est comme ça qu'on en parle après ça au monde, c'est qu'on se positionne comme un outil qui est comme transversal. Transversal, c'est un peu le plus beau mot que percer un trou horizontal avec ton produit. Mais je vais regarder quand même l'exemple pour les prochains pitchs. Pour toutes les dummies à qui je vais pitcher. All right. As-tu... Fait que j'imagine qu'il y a un paquet de logiciels qui sont en place dans les milieux de la santé. Ouais. Fait que est-ce qu'il y en a... Concentrons-nous sur vraiment ton use case transversal. Ouais. Y en a-tu beaucoup qui font ce que toi tu fais? Genre des compétiteurs directs, mettons. Puis y en avait-tu avant que tu lances? Ouais, c'est ce qui est particulier, c'est que dans le fond, puis ça touche à la stratégie qu'on a eue au début, là, c'est que dans le fond, ce que nous, on a essayé de faire au début, c'était un peu un genre de WhatsApp pour les professionnels de la santé. C'est un peu plus genre un outil qui allait être utilisé par des professionnels de la santé pour se parler d'une manière légère comme WhatsApp, par exemple. Puis ça, c'est comme une manière d'être pas trop spécialisé dans aucun des domaines, de faire en sorte que tout le monde peut l'utiliser. Tout. Sauf que ça, c'est le genre de compétiteur qu'on voit. C'est ça que je voulais venir. C'est ça que je voulais venir, c'est qu'il y a ce genre de joueurs-là dans le monde. Il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis. Sauf que ce que ça amène, ça, comme dynamique, c'est que c'est plus des petites cliques de gens qui travaillent souvent ensemble, qui vont se faire le genre de petits réseaux à l'interne. Ça ne supporte pas vraiment une communication un peu plus organisationnelle où vraiment les gens peuvent s'appuyer là-dessus pour leur processus. Prendre des décisions. Puis vraiment faire en sorte que quand la demande X, ça part de telle place puis elle s'en va à telle place, c'est tout le temps cet outil-là qu'on utilise. Parce que les gens, ils l'utilisent plus pour des petites communications, des petits chit-chats informels de genre « Hey, je suis à la chambre 4, tu viendras me voir. » Fait que si tu te positionnes dans le genre de WhatsApp pour le domaine de la santé, tu te barres le reste des flots de communication organisationnels, puis c'est là que les organisations sont prêtes à payer plus au final. Got it. C'est ça qui va changer leur manière de... C'est ça qui Quand va tu dis des communications organisationnelles versus comme informelles et personnelles, c'est plus que n'importe qui dans le staff, peu importe son titre, son rôle, sa hiérarchie, peut avoir accès à cette information-là puis la faire circuler aux bonnes places, à l'interne ou à l'externe. C'est ça. Genre, OK. What's up, folks? Donc, comme vous savez, je parle avec des centaines de professionnels SaaS par année. Puis chaque semaine, maintenant, j'écris sur un thème clé qui m'excite ou qui me trigger. L'infolette, ça se passe, c'est le recul hebdo pour prendre les meilleures décisions côté compagnie ou carrière. Management, produits, commercialisation, je couvre tout ça et plus avec des histoires vraies puis des exemples concrets. Tu peux t'abonner sur notre homepage, il y a un pop-up, ou directement au saspace.beehive.com ou rendre ça dans Google. All right? Cheers! Puis là, quand est-ce que toi, tu as eu cette flash-là de genre, d'après moi, le WhatsApp pour professionnels de la santé, c'est pas ça qu'on devrait faire? C'est drôle parce que c'est en regardant l'étincelle de tout ça, c'est quand on a voulu adresser les pharmaciens. OK. Parce que les pharmaciens ils ont une manière de travailler très, très différente de, par exemple, les médecins, les physios, tout ça. C'est que, par exemple, si toi, tu vois un physio, tu as un physio attitré à toi, c'est tout le temps le même physio que tu vas aller voir si tu retournes voir le physio. C'est tout le temps la même personne. Ton médecin de famille, c'est ton médecin, puis tout ça. Sauf que le pharmacien, c'est plutôt, tu as ta pharmacie, mais la personne dans la pharmacie qui va gérer ton cas quand il passe une prescription quand même, ça va être la personne qui est là cette journée-là. Fait que là, ça a comme changé de... C'est plus juste des individus qui vont s'ajouter et qui vont dire « Hey, il faut que je te parle à tel patient ». Quelqu'un pourrait pas dire « Je vais aller parler au
je vais embarquer le pharmacien de François dans cette conversation-là. Il ne sait pas exactement c'est lequel. C'est genre, c'est la pharmacie. C'est une organisation. C'est ça, c'est l'organisation. Puis là, dans l'organisation, il faut trouver une manière d'amener la bonne personne quand elle travaille. Après ça, quand elle finit de travailler, qu'elle puisse sortir, puis que le pharmacien qui le remplace, qui prend le relais, il embarque, puis etc. Fait que là, il y a comme une dynamique organisationnelle qui est embarquée. On s'est dit, comment on pourrait faire en sorte que ça marche aussi pour les pharmaciens? Puis là, ça se trouve que ce modèle-là, après ça, s'appliquait à les médecins de garde dans un hôpital, plein de cas comme ça où les gens ont besoin de se partager les communications. Puis là, quand on s'est en allé à cet endroit-là, cette manière-là de solutionner la communication, c'est là qu'on s'est rendu compte que là, il y a presque plus de compétiteurs, honnêtement, quand tu t'en vas dans ce level-là de gérer la communication organisationnelle dans le domaine de la santé. Très cool. Ce qui est un bon et mauvais signe, là, genre, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de compétiteurs, tu te dis, il y a un market, clairement, puis on va essayer peut-être de se distinguer d'une manière ou d'une autre, s'assurer une niche ou whatever. Quand il n'y en a pas, tu te dis, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité, ça veut juste dire que c'est fucking tough. Exact, c'est ça. Ça l'est. Ça l'est. Bye. OK, dude, c'est trop intéressant, man. Fait une dernière question sur l'industrie. Tu parlais là, de requis un peu en sécurité et tout ça. Ouais. Tu peux-tu donner un exemple, tu sais, genre pour le monde peut-être un peu plus technique, si tu genre le lifetime d'un message doit être encrypté puis genre se autodétruire après je sais pas combien de temps. Ouais. C'est impossible. Je peux donner un exemple assez concret qui est si on faisait un logiciel de tenue de dossier, c'est-à-dire laisser les notes pour le patient. Souvent, ce que les organisations, les hôpitaux puis les différentes organisations de santé requièrent, c'est que tes données soient physiquement séparées des données des autres organisations. Ouais, OK. Fait que traditionnellement, c'était simple. C'était genre, j'arrive avec un logiciel avec un CD, puis tu as des serveurs dans ton hôpital, puis genre, tu l'installes, puis le logiciel réside dans l'hôpital. Comme ça, tu es sûr que ça... Il n'y a pas d'overlap avec les données d'un autre hôpital. Chacun a comme ses serveurs. Mais ça, tout le monde s'en va vers le cloud, fait que c'est en train de changer. Sauf que là, ce qu'eux exigent, les organisations, dans ce temps-là, c'est que chaque organisation, chaque hôpital, mettons, ait son tenant dans le cloud. Fait que son tenant isolé des autres tenants. Fait que il y a comme ça, les données de l'hôpital n'est pas mixées avec les données des autres hôpitaux. Mais comment tu fais pour faire ça quand c'est une communication entre deux organisations? C'est là que ça devient un genre de tricks, de comme comment tu résous ça pour de vrai. Fait que là, on a utilisé, nous autres, l'encryption end-to-end, un peu à la Signal, mais d'une manière où seulement les participants qui ont été impliqués dans la conversation ont les clés pour décrypter le contenu de la conversation. Fait que c'est comme pas un isolement physique des données. C'est comme un isolement mathématique des données, on pourrait dire, parce que là, les seuls, même si l'organisation A besoin de parler à l'organisation B pour parler d'un patient, c'est les deux seuls qui sont capables de mathématiquement avoir accès à cette donnée-là parce que c'est les deux seuls qui ont la clé pour le décrypter. Fait que comme ça, on réussit à se qualifier. Parce que dans le fond, quand tu fais une vente à une organisation, tu as une genre de checklist de fou là, de côté sécurité. Puis là, quand on arrive au point qu'ils disent c'est requis que ça soit séparé physiquement. Mais nous, on dit c'est pas séparé physiquement, mais avec l'encryption, tu as le même résultat X, Y, Z. Puis ça passe. Puis là, ça passe. Ils disent OK, cool. Puis ça, c'est vraiment pas tout le monde qui sont capables d'offrir ce edge-là par rapport à la sécurité pour la communication. Très cool, dude. J'ai envie qu'on continue à parler de comment vous avez commercialisé le produit, mais je fais un détour sur ton rôle en premier. Parce que là, on a parlé d'un paquet d'affaires, mais je veux voir toi, mettons, Matt, les premiers jours, pas les premiers jours, excuse-moi, les premiers mois, mettons, de Braver versus les derniers mois de Braver. Ta réalité, y a-t-il un contraste? Comment ça a changé, évolué? Tu peux me parler de ça un peu? Oui. D'abord, dans les premiers jours, j'étais beaucoup plus concentré sur la tech, moins sur le design, parce que Tristan est impliqué aussi. Oui. Puis il a été comme notre designer, il a fait le design système, puis on travaille avec lui sur... les cliniciens nous disent qu'ils ont tel challenge, comment on peut solutionner ça avec le produit. Fait qu'on a vraiment brainstormé la structure, les concepts ou les métaphores dans le logiciel pour que ça fit. On a vraiment travaillé tout ça avec Tristan, puis on travaille avec un genre de design système, puis des bases, mettons, de ça. Tandis qu'aujourd'hui, on n'a pas de designer attitré pour l'instant, éventuellement peut-être, mais pour l'instant, on n'en a pas. C'est juste pas un besoin. Non, c'est ça. On fait juste builder sur ce qu'on a déjà fait comme base avec Tristan. Mais c'est bon, on fait ça aussi. Comment? Mais c'est bon, on fait ça aussi. C'est ça. Depuis peu, je pense qu'ils sont rendus avec un nouveau designer. C'est pas vrai, Arnaud, je m'excuse. Parles-tu français, Arnaud? Oui, il parle français. Je pense. Arnaud, t'as pas le choix, non? Oui, je pense que t'as pas le choix. Je pense qu'on va arrêter cette parenthèse-là, Big.
Alright. Fait que, au début, t'étais pas du tout dans le design. Ouais. Puis versus aujourd'hui, là, on était un peu à contraster ça. Vu qu'on n'a plus de designer aujourd'hui, je suis plus dans une position, moi, de traduire ce qu'on entend du marché comme feedback à des changements à faire dans le produit côté design-ish. Mais tu sais, c'est pas moi qui dessine ou qui modifie le design system. Fait que t'as une grosse job de product. Là. Ouais, c'est ça. J'ai une job de product. Je suis aussi la personne qui fait balancer, mettons, on a tous ces changements-là à faire, on a juste tant de ressources, puis on a un timeline de X, comment est-ce qu'on priorise ça, fait que genre POing, etc. Ouais. Puis je fais encore beaucoup de dev. Parce que on aimerait être on aurait besoin d'être une plus grosse équipe là, avec tout ce qu'on a besoin de faire avec Braver. Puis ce que ça fait comme équilibre, c'est que vu qu'on a une équipe X avec des moyens X, il faut que je travaille encore dans le code. Ça amène ces défis, le côté. C'est que ton input comme gestionnaire, disons, ou product owner, ou manager, ou whatever, il est super valuable pour gérer ce monde-là, mais ton input comme IC, comme contributeur individuel, il est encore vraiment demandé. Genre, c'est ça. Puis j'essaie d'être. Mes contributions, les orienter sur. Dans le temps, c'était un peu plus. Il y a tout ça à faire, fait qu'il faut se pitcher un peu partout puis tout le faire. Aujourd'hui, c'est un peu plus. Qu'est-ce que je peux faire qui va juste enabler mon équipe à être plus rapide dans ce qu'elle fait, mettons. Fait qu'avoir plus faire des rails pour qu'ils soient efficaces dans leur travail, puis faire les choses qui fait qu'ils ne défocusent pas trop de leur. Fait que c'est quoi le split avec Marie-Lou, mettons? Genre, elle a fait quoi que toi, tu fais pas? Elle a beaucoup la relation avec les clients. C'est ça, plus comme market-facing puis client-facing, OK. Trouver des prospects. Fait que, mettons, on a une opportunité X là, qui se présente. Là. On sait qu'il y a une certaine clinique qui serait vraiment due, mais c'est elle qui rentre en contact, c'est elle qui développe le lien de confiance. Elles sont super power, là, c'est de développer des liens de confiance avec les gens. Là, on a tellement un beau réseau d'organisations de santé, puis de cliniques, puis d'hôpitaux, puis tout qui nous connaît, puis qui nous aime. Pas mal à cause que Marie-Lou, elle établit ces connexions-là avec les gens. Fait que ça, c'est un super power qu'on a. Oui, absolument. Absolument. Puis j'imagine que c'est con, mais son contact client de physio, tu sais, pour être une bonne physio, il faut que le monde te fasse confiance puis t'apprécie, là, faire taponner le genou. C'est carrément ça. Elle voit ça comme une continuité de genre la relation client que tu as besoin d'avoir puis de nurturer. C'est le même genre de regard qu'il faut que tu ailles après ça sur tes partenaires puis tes. C'est cool. Puis en plus, elle a l'espèce de checkmark d'un peu de street cred, de genre, elle était une professionnelle de la santé. Exact. Elle l'est plus. Tu le restes-tu? Elle a payé son ordre pendant un certain temps parce que juste pour le symbole, là, mais elle n'est plus là. Sauf quand j'ai mal au dos ou au genou. Ouais, c'est ça, là, elle l'ordre devient. All right, man. T'as-tu... Ça ressemble à quoi ton entourage aujourd'hui, mettons, snapshot d'aujourd'hui, d'autres entrepreneurs, d'autres pairs, des coachs, des mentors? Comment t'as-tu un réseau un peu de support? Oui. Beaucoup d'autres entrepreneurs dans le domaine de la santé qui sont, mettons, au même level que nous-ish. Fait que, mettons, justement, je pense que tu parlais à MPGO, Philippe Chartrand. Oui. C'est quand on le voit, on est toujours content de donner des nouvelles, voir comment il résout tel genre de défi, comment est-ce qu'il attaque. C'est hâte parce que vous avez des profils complètement différents. Ouais. Non, mais c'est fun parce que tu peux voir comment quelqu'un build sa business versus toi, comment tu l'aurais fait. Exact. Ça nous ouvre les portes sur d'autres types de solutions, mettons. Il est cool. Ouais, vraiment. Puis beaucoup d'autres entrepreneurs de ce genre-là. Okay. Tu veux-tu que je drop des noms? Non, pas nécessairement, man. Si tu veux, vas-y, mais... Mais je pense que... vas-y. Joseph Aubu de Léomed, là, je pense que ça va la peine. C'est vraiment intéressant et entertaining comme gars. Là, mettons, moi, je suis quand même un introvert. Lui, il est vraiment plus un extrovert. Là. Il est très, très amusant là, comme personnage. On bounce beaucoup, là, mais c'est le fun d'avoir d'autres compagnies comme ça qui rencontrent des défis similaires, mettons, dans les appels d'offres ou des deals avec le public, ce genre d'affaires-là, avec qui tu peux renter. Parce que tu peux pas renter devant des clients. Là, fait que renter avec d'autres personnes, c'est avec mes amis qui ont, mettons, du secondaire qui sont pas du tout dans l'industrie, je peux bien renter sur le processus d'appel d'offres. Ils vont comme faire ouais, ça doit être chiant, mais ils peuvent pas vraiment. C'est qui gosse. Mais t'as-tu des gens plus, je veux pas dire avancés parce que c'est comme dérogatoire, mais genre, tu sais, plus old school ou plus genre vieux ou plus expérimentés ou qui ont eu genre des succès que toi tu voudrais émuler? T'as-tu ce genre de monde-là ou pas nécessairement? Oui, on en a quand même. Ce qui arrive, c'est que c'est un peu... on parle avec eux plus dans une dynamique d'essayer d'être partenaire avec eux autres, mettons. Pas nécessairement assez proche pour juste parler d'une manière comme
périodique, du genre « Hey, vous autres, comment ça va? » C'est un peu plus une relation où on essaie de s'en aller vers un partenariat. C'est comme une raison de se parler. Relation d'affaires, OK. Plus une relation d'affaires, mettons. Ces personnes-là, il y a une compagnie hospitaliste là, qui est comme le premier partenaire qu'on a eu, OK. que les autres sont plus avancés, sont dans une industrie vraiment différente, puis ça fait comme 12 ans qu'ils run, mettons, fait qu'ils sont plus avancés. Puis il nous apprend beaucoup sur justement les appels d'offres, comment dealer avec les clients, comment structurer un deal, plein de choses comme ça. Fait qu'on a ce genre de connexions-là sont très... Okay. Puis là, on parle de toi beaucoup. Fait qu'est-ce qui est le plus tough à propos de travailler avec toi? Ouais, c'est intéressant parce que récemment, je me le suis fait dire, mettons. Fait que c'est très clair, mettons, j'ai les mots, là. C'est que peut-être que ça va déjà avoir transparu, mettons, dans le reste de ce que j'ai dit, mais je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup énormément à beaucoup des problèmes qu'on rencontre, mettons. Je suis quelqu'un de quand même cérébral. Fait que, puis Marie-Lou te dirait que j'arrête jamais de penser au travail puis aux différents challenges. Fait que s'il y a quelque chose qui est un challenge de UI, de comment est-ce qu'on peut streamliner tel processus, mettons, ou comment est-ce qu'on va résoudre avec la tech certains challenges de sécurité ou des choses comme ça, c'est des problèmes que du moment qu'on le rencontre, j'arrête pas d'y penser tout le temps, d'une manière un peu quasiment malsaine. Ouais. Mais ce que ça fait, c'est que quand on arrive à présenter à l'équipe le challenge en question, ça fait déjà un bout que j'y pense aussi. Fait que les gens sont souvent, mettons, dans une dynamique de « Ah, on pourrait essayer ça? » Puis je suis comme « Ouais, non, ça, j'ai déjà pensé, ça peut pas marcher pour X, Y raison. » Puis telle affaire, ouais, non plus, ça peut pas marcher pour X, Y raison. Puis là, ils sont comme Right, chier, mec, c'est quoi que tu veux finalement? Là, je suis comme, je pense que la meilleure solution serait ça pour différentes raisons. Ils sont comme, OK, let's do it. Là, fait que là, le monde, des fois, ils ont l'impression de pas avoir assez leur C, mettons, leur input parce que. Pas avoir eu l'opportunité de faire la réflexion puis d'arriver avec la solution. Fait que j'essaie de changer ça pour finalement les impliquer plus tôt quand on apprend qu'on a un challenge. Dès que tes mélanges commencent. Ouais, c'est ça. Puis peut-être même l'utiliser ça pour dire, plutôt que de me laisser emporter sur genre comment est-ce qu'on va solutionner ça, exposer d'autres personnes dans le team à ces problèmes-là, puis aussi que ça me permette aussi de déléguer puis pas avoir tout le temps sur mon dos l'impression qu'il faut que je solutionne ces problèmes-là. C'est-à-dire que les autres aussi sont capables de solutionner ces problèmes-là. Fait que je suis en train d'apprendre à faire ça. C'est vraiment cool, je pense. C'est honnête, puis ça fait du sens. Le dernier, qui est un peu plus personnel, mais c'est comme... C'est ta conjointe, Marie-Lou, là, je pense qu'on l'a mentionné un peu plus tôt, mais c'est-tu quelque chose qui est un net positif, qui est un net négatif au Poulinot? Ça balance entre les deux. Travailler avec sa conjointe dans une startup, il y a quand même un niveau de pression, puis genre, il faut faire le cash flow, le payroll, va peut-être falloir raiser, on n'a pas eu ce gros client-là, on travaille 60, 100 heures semaine, dépendamment de la semaine. Un net positif. Je suis pas mal sûr que si ça n'avait pas été de cette relation-là, Braver serait pas encore existant aujourd'hui. Je pense que ça nous a amené, dans notre cas à nous, une résilience par rapport au challenge. Très cool. Que je pense qui vient un peu de votre support puis de votre complémentarité où vous êtes capable de bien vous tirer par en haut, ou je sais pas. Oui, absolument. Puis c'est basé sur une certaine confiance très solide envers l'autre, mettons. Puis on n'est pas un par rapport à l'autre, on n'a pas de problème d'ego ou de genre de se sentir menacé ou de ça. On a vraiment confiance en l'autre puis dans l'input de l'autre. Puis ce que ça fait, c'est que du moment qu'un rencontre un challenge puis l'autre l'appuie là-dedans, on est tout le temps hyper réceptif puis on se renforce mutuellement. Fait qu'on est vraiment solide là-dedans. Le downside, c'est qu'il y a déjà eu un temps où on se disait on mettait des limites sur genre à partir de 6 heures, on ne parle plus du travail. Ouais, je l'ai entendu une couple de fois, ça. Mais ça marche plus pendant tout. Il n'y a pas vraiment de limite que tu peux penser qu'on a respecté aujourd'hui. Là. Ouais. Puis, quand vous prenez des vacances, la compagnie, on dirait que je viens de flasher là-dessus. Quand on prend des vacances, qu'est-ce que c'est ça? Les deux co-founders sont en vacances. Ouais, c'est quand même un challenge. Ton laptop, t'amènes ton laptop en vacances. Il arrive un document pour clore, mettons, pour amener un décaissement ou n'importe quoi. Là, tu te dis pas, ça va attendre au retour des vacances, si tu le fais. Là. Puis, non, on amène tout le temps des outils pour finalement signer des documents, chime in, donner des opinions sur des choses pour débloquer les gens. Fait que, OK. Les vacances sont rarement 100% vacances. All right, man. Retour au produit. Ouais. On dirait que j'ai pas assez de connaissances dans le milieu de la santé, justement, pour être capable de me faire une idée sur comment tu prices
un outil de communication transversale Ouais. comme Braver. Parle-moi un peu de c'est quoi le prix là, si tu peux, puis de comment tu as réfléchi un peu à le designer. Là. Ouais. C'est allé dans plein de directions différentes. Initialement, on s'est basé un peu sur ce que Slack fait comme pricing. Parce que les gens étaient capables de faire des recherches et dire OK, Slack charge tant pour quelque chose qui inclut toutes ces choses-là. OK, Puis, fait qu'on se basait pas mal là-dessus. On essayait d'être dans les mêmes eaux que Slack par usager. Ça fonctionne bien pour des petites cliniques avec un nombre de cliniciens employés fixes. Qui sont comme, on est 15, fait qu'on est capable de savoir comment ça va coûter, fait que c'est correct. Mais quand tu tombais dans le monde hospitalier, c'est complètement un autre game parce qu'eux autres, mettons, si tu prends une mission X là, de l'hôpital qui est l'hospitalisation à domicile, ils peuvent pas facilement savoir le nombre de personnes qui vont être impliquées là-dedans. Fait que t'as pas de prévisibilité sur le coût. Pas de prévisibilité sur le chiffre. Puis là, le dire, ça va être par personne, ils sont comme, hey, la gestion de ça va être épouvantable. De genre, là, il faut ajouter tel médecin. Là, finalement, il est plus affecté, on va rajouter un autre médecin. Là, on a moins là, on bosse le nombre de licences. Fait que c'était comme trop variable, c'était trop un hassle, mettons. Fait que pour les établissements comme ça, non, on a changé notre pricing pour que ce soit plutôt en fonction du nombre de patients. Eux autres, quand ils structurent, mettons, une mission comme encore là, l'hospitalisation à domicile, ils se donnent tout de suite des capacités à desservir. Mettons, ils vont dire on va être capable de prendre 500 patients par année pour ça. Puis nous autres, on dit 500 patients par année avec cette intensité-là de soins, ça va être, mettons, 5 $ par patient par mois. Puis, puis on dit que c'est par patient le nombre illimité de cliniciens, en autant que le nombre de patients qui est abordé dans les communications sur Braver ne dépasse pas le bundle qu'on dit. Ils peuvent avoir autant de cliniciens qu'ils veulent. Il n'y a pas de limite. Puis comment ça fonctionne, mettons, que l'hospitalisation à la maison, tu as l'hôpital qui est un client de Braver, puis là, ils doivent parler à, je sais pas, là, des infirmières qui sont dans un autre domaine ou des physios dans un autre domaine, peu importe quoi. Faut-tu que l'autre soit client de Braver aussi, l'autre organisation? Ou... Non, c'est ça la trick, c'est que vu qu'on dit que c'est pour un certain nombre de patients X, on leur ouvre la porte de manière explicite de pouvoir embarquer n'importe quel professionnel, même à l'extérieur. C'est bon, quand tu disais d'autres cliniciens, puis tout ça, c'est pas juste. Mettons, infirmière de soins à domicile, le médecin de famille, n'importe qui pourrait être pertinent, ils peuvent les impliquer dans le flow. Fait que ton freemium pour eux autres, c'est ça, un peu, dans le fond. C'est ça. Mais ça contamine après ça d'autres milieux. Parce que les autres sont comme, ah ouais, c'est cool. Nous autres, on peut-tu l'utiliser pour une autre chose? Là, ça nous amène du growth dans d'autres choses qui sont comme latérales à ça. Fait que t'as comme un. C'est drôle que t'as parlé de Slack parce que l'autre, ils ont eu un genre de network effect de fou pour croître. Fait que toi, t'as comme un peu du network effect aussi de même. Ouais. OK, nice. Fait que c'est par patient. Ouais. Par mois ou par année ou. C'est compliqué. Ça, c'est compliqué aussi. Depends. Ouais. Fait que, mettons, en général, c'est minimum par année. Okay. Fait qu'on prend normalement des commitments minimum d'1 an. On fait pas de commitment en bas de ça. Okay. Puis même idéalement, quand c'est 1 an, c'est payé upfront straight up. Souvent, les hôpitaux, c'est pour. Ils prennent des engagements pour plus que ça. Là, fait que ça peut être 2, 3, 4, 7 ans de commitment. Ouais. C'est pas pire, ça. Carrément. Puis le 5 ce serait par mois, mais avec un commitment de 1 an. Fait que mettons 60 $ par année. L'onboarding, genre. J'imagine qu'il y a peut-être du monde plus tech-savvy que d'autres dans une organisation du milieu de la santé. Ouais. C'est-tu bien heavy sur ta team, sur toi, tu fais ça affaire avec d'autres mondes? Comment ça marche? Ouais. Ça aussi, c'est quand même complexe. Mettons, pour les plus petites cliniques, l'utilisation de Braver est plus simple. Fait qu'on fait du matériel, mettons, vidéo, une genre de bibliothèque de trucs. Ouais. Ils peuvent l'utiliser comme ils veulent. OK, puis self-serve un peu. Ouais, plus self-serve. Vu que c'est des plus petits comptes clients, on ne veut pas non plus comme... investir énormément de temps, puis là, ça fait en sorte que c'est pas payant. Fait qu'on a cette dynamique-là. On offre quand même de lui faire des formations en personne, mais là, c'est comme un prix pour cette chose-là en particulier. Fait qu'on externalise la formation en personne du prix de licence, mettons, annuel. Pour les gros chunk de tes revenus? Ou? Non, pas tout. C'est genre... on essaye de faire en sorte que c'est même pas nous qui le gèrent. C'est comme... on le donne à contrat à d'autres compagnies qu'on sait qu'ils font des partenaires de service un peu. Oui, c'est ça, exact. Puis pour les hôpitaux, c'est tout le temps comme ça. Fait qu'eux autres, ils veulent tout le temps de la formation en personne. Ils ont une approche genre train the trainer, qu'ils appellent. Fait que, mettons, tu fais des genres de sessions en personne à du monde qui vont être des super utilisateurs. Puis après, ces super utilisateurs-là vont spreader la bonne nouvelle à l'interne de l'organisation. Tu l'as fait, ça, une couple de fois? Ouais. C'est tough? Non, c'est pas super. Souvent, ils choisissent des personnes plus tech-savvy pour être des super utilisateurs à la base. Super trainers. Ouais, c'est ça.
Non, c'est vraiment Train fun. the trainer. Souvent, je suis plus là en support là, qu'être le trainer. Là. Ouais. On a une personne qui est Marie-Ève Dugas, là, qui est vraiment bonne là-dedans, En était customer enseignante. success. Ouais. C'est elle, c'est elle qui fait le matériel de formation. C'est elle qui fait une bonne partie de notre support aussi. C'est elle qui va trainer les personnes en personne. C'est hâte d'avoir des profils de même. Hein? Ah, ouais. Très cool. Alright. Fait que comment tu vas les chercher, ces clients-là? Marketing, vente, intégration, tell me more. Ouais. Fait que là, on a eu un insight quand même intéressant avec Hospitalis, la première compagnie qui était notre partenaire. C'est que eux, souvent, ils ont soit aucun module de communication ou capacité de communication dans leur logiciel, ou ils en ont un petit peu, mais c'est boboche un peu. Okay. C'est souvent les autres joueurs dans l'industrie ont un besoin là-dessus. Ouais. Il va lui manquer ce trou-là dans leurs produits parce que c'est souvent demandé par leurs cliniciens, par leurs utilisateurs. Fait que nous autres, on s'est dit, on va faire en sorte que notre logiciel peut être plugué dans ces logiciels-là. Un peu comme un genre d'intercom sur un site Internet. C'est une genre de bulle que tu drops, c'est genre 10 lignes de code là, pour mettre ça dans ton UI. Okay. Puis tu peux le personnaliser avec la couleur, le positionnement, puis tout. Puis c'est une petite bulle Braver. Nice. Puis ça, on donne ça, mais on rend ça disponible aux partenaires pour qu'eux puissent dire à leurs clients, voulez-vous qu'on rajoute un module de communication? Ça a tel avantage, ça coûte tant. Okay. Puis eux, ils prennent une cote sur cette vente-là. Fait que nous autres, ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de faire de la prospection trop intensément. Quand le client arrive, il est déjà prêt à payer. Là. C'est juste... C'est une manière de commercialiser rêver pour un dev, ça. Juste faire des petites intégrations avec d'autres produits, pas parler à personne. Ben, c'est ça. Non, tu parles avec les gens impliqués dans les autres logiciels ou systèmes dans lesquels tu t'intègres. Exact. Mais c'est un exemple top-notch de croissance par intégration. Hein. C'est ça. Genre de tirer de son épingle de jeu, comme tu dis, de l'API economy. Du fait que genre, tu peux aller ajouter de la valeur dans un autre système, même si tu ne l'as pas développé, puis ça fait du sens pour tout le monde. Puis on a été chanceux parce que ce premier joueur-là, qui avait besoin de ça, il n'avait besoin parce qu'il fallait qu'il se qualifie pour des appels d'offres qui nécessitaient un module de communication dans son logiciel. Fait que tu avais une pression pour closer. C'est lui qui nous a... C'est ces opportunités-là dans les appels d'offres qui nous a amené notre premier 200 000 de revenus annuels récurrents. Quand je disais qu'on c'était comme notre base de revenus, mettons. Ouais. Puis les appels d'offres en question, c'était comme des appels d'offres qu'ils disaient aujourd'hui, on a besoin de ce logiciel-là, mais on va être prêt à l'utiliser juste dans 1 an et demi. Le temps qu'on bâtisse les maisons des aînés, en tout cas, la place où on allait utiliser ce logiciel-là. Puis là, ce que ça donnait comme gap, puis on était vraiment chanceux là-dedans, c'est que ce genre de 1 an et demi-là, où les clients étaient comme il faut que ça marche de même, ça nous a aidé à peaufiner puis à raffiner notre intégration de nos 2 logiciels. Okay. Avant que finalement ça ait besoin d'être déployé, mais en commençant déjà à avoir des revenus. Fait que ça nous a comme permis de fonder la track d'intégration. Puis là, cette année, on a signé un autre partenaire, Léomed, là, que je parlais avec Joseph Aubu. Puis là, eux, ils ont généré encore là pas mal plus de revenus, encore plus rapidement. Puis là, on vient de signer un autre gros qui va... Fait que là, on fait comme tranquillement... Fait que ça veut dire que l'effort de... Il faut quand même faire une forme de vente là, pour nailer ces intégrations-là. Là. Fait que c'est dans la cour à Marie-Lou, et toi, tu arrives aussi comme en support technique, ou comment ça marche? Tu veux dire auprès de ces partners-là. Okay, tu m'as dit, on en a signé 3, puis ils grow avec nous, on grow via eux. Ouais, c'est un peu un effort conjoint là-dessus. Là. Je pense que ça... Parce que, dans le sens que Marie-Lou est bonne pour exprimer la pertinence clinique pour les utilisateurs, au final. Moi, je suis bon pour montrer que technologiquement, ça ne sera pas un énorme investissement pour eux autres. Got it. Fait que, puis là-dessus, je build sur... Quand je parlais FireEye, on avait fait on faisait un engin d'intégration pour orchestrer des... une des affaires qu'on devait faire, c'est faire un système de plugins pour faire en sorte qu'on était capable de s'intégrer à des centaines de vendeurs différents pour automatiser plein de choses. Okay, Fait que j'avais déjà un petit peu de prior knowledge sur comment faire un système qui allait faire en sorte que quand on va voir un Hospitalis ou un Léomed, pour eux, c'est presque pas de dev. C'est pas beaucoup de dev, en tout cas, d'intégrer Braver dans leur logiciel. Très là, cool. Pour eux, le retour sur investissement est quand même intéressant. Aviez-vous déjà essayé des manières de commercialiser, mettons, autres qui n'ont pas fonctionné? D'autres canaux d'acquisition? Ou ça a pas mal tout le temps été ça, le chemin qui faisait du sens? On a essayé un peu au début, un peu plus les cliniques. Puis là, en ce moment, c'est quand même une grosse question, la question des cliniques en première ligne. Parce que eux autres, la première ligne, il y a beaucoup de choses à dire. Genre. Ouais, c'est ça. La première ligne, c'est justement les médecins de famille, les GMF, les physios, les pharmaciens. Ça, c'est la première ligne. Les infirmières de ce monde aussi, mettons, ou les cliniques privées. Ou ça récemment, il y a des cliniques privées, il y a des cliniques d'infirmières qui viennent de commencer à exister depuis
depuis peu, fait que les autres aussi sont rendus en première ligne. OK. Ce qui est particulier avec la première ligne, c'est que c'est tout organisé autour du médecin de famille, essentiellement. C'est-à-dire que tout le monde a besoin beaucoup de parler au médecin de famille. Le médecin de famille, de son côté, il est beaucoup surchargé de fax. On se disait, ça va être facile d'arriver et de dire, hey, utilisez Braver, ça va, vous allez sauver beaucoup d'argent et de temps. Sauf que eux, ils ont une particularité qui travaillent dans un logiciel qui s'appelle un dossier médical électronique, un DME. Ouais. Je pense que vous en avez parlé un peu avec MPEGO. Ouais. Tout. Eux, ils utilisent ça, c'est leur outil de travail, ils sont là-dedans. 99% de leur temps sont dans un DME. Puis tout ce qui a rapport au patient est dans le DME. C'est tout le temps, ils vont dans la fiche du patient X, tout ce qui concerne ce patient-là est là-dedans. Fait qu'eux, quand on arrivait et on disait, vous pourriez recevoir des affaires via Braver, ce serait bien plus efficace que des fax. Eux, ils disaient, je comprends que c'est le fun, ça arrive par Braver, mais il faut que je le vois dans mon DME. Sinon, moi, il faut que je check à 2 places, puis là, ça ne marchera pas. Fait que là, nous autres, on va voir les logiciels de DME, mais là, les logiciels de DME sont dans une dynamique de tout le monde me demande de faire des intégrations. As-tu assez de users en première ligne pour justifier ça? Puis là, on va voir les users en première ligne. Ah, mais t'es-tu déjà dans mon DME, dossier médical électronique? Fait que t'as un peu genre de catch-22 là-dedans. Fait que là, on a une croissance qui est plus modeste en première ligne. On laisse cette croissance-là se passer. Puis quand on va être rendu à un certain niveau de croissance, là, on pense qu'on va avoir un peu plus de poids sur les DME là, pour avoir ces intégrations-là. Vraiment intéressant. Parle-moi un peu d'embauche. Je t'ai mentionné que tu avais une couple de devs, puis des bons devs dans ta team. Ouais. Trouves-tu ça tough de façon générale? Embaucher, trouver le bon monde, les garder, etc.? Ouais. Moi, je suis pas particulièrement bon pour mettons, identifier si quelqu'un est mettons, je suis bon pour savoir si ça va être un bon fit dans l'équipe. Là. C'est-à-dire, j'aime ça quelqu'un de curieux. Je suis pas tant... ça me dérange pas quelqu'un qui connaît pas exactement notre stack technologique, en autant que ça a l'air d'être quelqu'un qui a la volonté d'apprendre puis qui est motivé par les défis qu'on a, ce genre de choses-là. Mais je suis pas très bon après ça pour juger de sa compétence technique, mettons. Fait que je le sais parce que en tout cas, c'est arrivé différentes histoires autour de ça. Puis, fait que ce que je fais, c'est que vu que j'ai justement des devs seniors, du moment que je fais un premier filtre, moi et Marie-Lou, on fait un premier filtre pour voir est-ce qu'on file la personne quand même bien. Après ça, on l'envoie dans le cours de nos devs seniors qui ont plus d'expérience d'entrevue puis de compétences puis tout ça pour voir eux, c'est quoi leur take là-dessus. Puis après ça, on prend une décision d'équipe, on les revoit. Faites-vous des tests techniques? Non. Pas de test technique. On fait... test technique, je pense que c'est un peu plus sous mode comme du pair programming. Là. Fait que, nos devs, mettons, ils font une genre de session de pair avec eux autres. Ils lui montrent certains, mettons, du code, puis ils checkent, ici, mettons, j'ai tel challenge, mettons, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Plus des questions ouvertes sur des affaires pour voir comment les gens réfléchissent, comment ils rencontrent certains... qu'est-ce qu'ils font devant certains challenges, puis ce genre de choses-là. Puis quand tu as un poste à combler, tu fais comment pour le combler? Est-ce que tu fais ton réseau, le réseau de Marie-Lou, de ton équipe? Tu fais des firmes externes, des job boards, whatever? Qu'est-ce que tu fais? Ça a été... À un certain moment, mettons, dans le début de Braver, c'était un peu plus difficile parce que personne ne nous connaissait puis on n'avait pas d'historique puis tout. Mais plus récemment, ça se passait quand même bien juste par le réseau. Fait que souvent, puis même en ce moment encore, il y a des gens qui nous reach parce qu'ils savent, mettons, connaissent des gens chez nous, puis ils nous ont vu passer pour différentes affaires, mettons, des conférences cabanes, puis des affaires de même, puis ils sont comme, hey, avez-vous des places? On serait intéressés. Fait qu'il y a du monde qui nous reach pour des postes. Fait que dans le milieu technique, vous êtes comme connu. Un petit peu, oui. Puis probablement que tu pourrais piger dans le milieu de la santé pour plein d'autres rôles, éventuellement. Tu sais, comme Phil l'a fait avec MPEGO, pas mal. Oui. Puis c'est ça, c'est un peu plus là que je pense qu'on irait chercher, mettons, si on engageait bientôt, là, ce serait des gens d'experts cliniques, là, des personnes qui connaissent vraiment bien. C'est difficile d'en trouver dans le genre de profil qu'on veut, là, des personnes assez diversifiées, parce que justement, on est, comme on dit, on est transversal. Là, fait qu'on veut pas quelqu'un qui est hyper spécialisé, mais quelqu'un qui a quand même une expérience large là, dans le domaine. Là. OK. Y a-t-il une erreur qui était faite, pas nécessairement par rapport à l'embauche, qui est top of mind, puis que t'as envie de partager pour soi, que le monde se sente moins seul d'avoir fait eux autres aussi, ou pour leur éviter de le faire? Ouais. Une erreur que j'avais tendance à faire, puis Marie-Lou aussi, là, qu'on avait les deux tendance à faire, c'était de protéger beaucoup l'équipe de choses qui se passaient qui étaient challengeantes pour l'entreprise. Fait que, autant cash flow que... Funding, clients qui marchent pas. Ouais, c'est ça, des clients qui marchent pas, des problèmes qui sont comme vraiment angoissants. On essayait de pas trop en parler avec l'équipe parce qu'on se disait ça va les défocuser. On veut qu'ils restent focus sur leur challenge puis sur leur task, peu importe, là, le dev qu'on veut qu'ils fassent ce genre d'affaires-là. On veut les laisser focus là-dessus. Puis au final, ça n'a jamais bien tourné parce qu'ils s'en rendent compte pareil.
Mais ils font juste sentir qu'on est perturbé. Ils sentent qu'il y a de quoi de wrong. Ils filent quand même. Je sais pas si c'est à cause qu'on a choisi du monde des sensibles comme nous autres. Je sais pas trop, mais genre, ils sentent qu'il se passe de quoi. Puis, mais là, les imaginations travaillent. Là, ils se disent, OK, on sait pas ce qui se passe, mais ils ont de l'air. Fait que là, ils partent sur des scénarios. Puis là, ça perturbe l'équipe pareil, mais sur des choses qui sont juste pas réelles. Fait que, puis ça, assez récemment, là, on s'est rendu compte qu'en changeant cette dynamique-là, les gens étaient plus capables d'absorber de ces difficultés-là. Ils étaient plus tolérants aux risques puis qu'on pensait. Tu les traites comme des adultes. C'est ça, oui. Exact. Puis je pense qu'à la base, s'ils ont été attirés de venir dans une start-up comme nous autres, c'est aussi parce qu'ils ont une certaine tolérance au risque, une certaine tolérance à les choses sont rocky un peu, mais genre on va passer au travers. Exact. Fait que de leur en parler, c'est ça. Fait que c'est une erreur qu'on avait faite de ne pas en parler. Dans 5 ans, ton produit puis ta compagnie sont rendus où? Ouais. Ils sont rendus partout en Amérique du Nord. OK. Canada, États-Unis. Ils sont intégrés dans les plus gros systèmes qu'on connaît ici. Fait que Epic, ce genre de joueurs-là. Pour ceux qui connaissent le domaine de la santé, vous allez savoir c'est qui Epic. C'est un énorme joueur quand même dans le milieu hospitalier là, en Amérique du Nord. C'est eux qui s'en viennent faire le DSN au Québec. Là. Je ne sais pas si tu as entendu parler du dossier, le dossier santé numérique. Oui, c'est ça. Et dans le fond, au Québec, là, c'est comme le milieu hospitalier est comme fragmenté dans beaucoup de logiciels hospitaliers différents, puis tous des systèmes archaïques. Puis là, ils veulent tout moderniser ça avec un seul système qui est Epic. Ça va prendre des années, c'est sûr. Mais on a ce qu'il faut pour se placer aux bonnes places. On est comme bien positionné par rapport à Epic pour être complémentaire à ça. OK. Puis quand on va aller chercher ce positionnement-là par rapport à Epic, ça va enabler quand même des grosses opportunités en Amérique du Nord parce que le genre, ce qu'on a identifié comme problème qui est comme beaucoup aux États-Unis, c'est il y a beaucoup de gens qui utilisent Epic, mais à l'extérieur d'Epic, c'est-à-dire toute la communauté autour d'Epic, il n'y a pas de circulation d'informations entre eux autres. Fait qu'il y a quand même ce même besoin-là, même aux States. Puis ça pourrait être un gros chapitre pour vous autres, mettons. Exact. Très cool, dude. Qu'est-ce qui est le plus fun versus le plus tough dans le business en ce moment? Ouais, le plus tough dans la business, je dirais que c'est le fait du feedback que j'ai reçu de notre équipe, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements. C'est-à-dire on fait des déploiements quand même importants là, dans différents sites, là, des écoles de réadaptation, des hôpitaux, des choses comme ça. Puis c'est comme tous des contextes différents avec des besoins différents qui rencontrent des bugs différents pour différentes affaires. Puis ce qui fait qu'on peut commencer, mettons, un sprint puis dire cette semaine, notre focus, c'est ça. Puis là, finalement, ça change complètement parce qu'il arrive une genre de priorité de comme oh shit, telle affaire marche pas. Là, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. C'est quelque chose qui dérange quand même. Là. Je pense que les gens aiment ça quand même, avoir une certaine. Ouais, mais ça vient avec la job aussi. On est en tech, ça peut bouger vite. On est en startup, on saute sur certaines opportunités, puis on éteint un feu quand il faut. Mais je veux dire, je l'ai vécu, moi, ça aussi. C'est ça. Quand on était acheté par Douda aussi, on avait nos roadmaps d'intégration de notre e-com dans leur CMS, mettons. Puis on avait des features bien définies, puis là, c'est comme, il y a un gros Christy de client qui arrive, puis là, mes devs étaient comme, asti, on peut pas faire ce qu'on était supposé faire, faut faire tel payment gateway de merde. Whatever. Ah non, c'est clair, parce que quand tu as des opportunités, puis c'est ça qui arrive aussi, là, c'est que, mettons, soit un déploiement ou une opportunité d'un client, un nouveau type de client, puis on est comme, ça, c'est vraiment cool, parce que on sait qu'il y a une grosse opportunité là, fait qu'on va la prendre. Mais là, ça amène des feature requests, des affaires que le monde sont comme, ça sort de où ça? Pourquoi on a besoin de faire ça? Ça serait plus simple de comme, non, mais il faut vraiment aller la saisir. Fait qu'il y a beaucoup de mouvements, mettons. Mais sinon, c'est quand même, ce qui est plus fun, je dirais, c'est que c'est quand même stimulant. C'est des défis quand même vraiment intéressants. Les gens sont au final, mettons, quand ils passent par-dessus il faut encore que je change. Après, c'est comme, OK, c'est quand même cool de travailler sur ce problème-là. C'est des problèmes qui sont quand même stimulants. Puis le genre de profil qu'on est allé chercher de gens qui sont curieux, mettons, puis qui aiment ça, le genre de challenge comme ça, ça les nourrit, je pense. Super cool, man. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça se passe plus utile pour toi et ou ton équipe? Ouais, c'est une bonne question. J'étais allé déjà dans la retraite, là, la première retraite de Ça se passe. J'ai vraiment aimé, honnêtement. Fait que déjà, beaucoup de checks sur genre
qu'est-ce qu'on peut tirer de ça se passe. Là. Okay. J'écoute beaucoup de podcasts, j'apprends beaucoup de choses juste à écouter vos podcasts, fait que c'est vraiment intéressant. Nice. Mais je pense que s'il y avait, avec tout le network que vous buildez, là, quelque chose comme genre du matching de mentors, de quelque chose comme ça. Okay. C'est si vous autres, vous avez des compagnies où il y a des gens qui ont certaines expériences dans quelque chose, puis d'autres compagnies où quelqu'un aimerait avoir un mentor dans quelque chose, c'est genre de matching comme ça, je suis sûr que ça serait... matchmaking de mentorat, mettons, ou peut-être même de mastermind. Ça fait une couple de fois qu'on parle de mastermind aussi. C'est différent, là, mais... OK, je le prends, man. C'est intéressant. Vous abordez tellement de sujets intéressants sur, mettons, builder une équipe de sales. Nous autres, on est comme... C'est très homemade, nos sales, encore. À l'étape où on est. C'est sûr, maintenant, on va builder une équipe de sales. Puis, je pourrais écouter les podcasts qui parlent de builder une équipe de sales, mais ça reste que avoir quelqu'un à qui on peut parler de comment est-ce que, dans notre cas, on va être capable de builder une équipe de sales, puis bouncer sur ces idées-là, ça serait vraiment intéressant. Ben, tu me diras, mais que tu es rendu là, j'ai plein de monde à te recommander. C'est bon. Mais sinon, ça me fait penser d'autres. On veut indexer tous les transcripts. On veut premièrement générer des transcripts sur le sens du monde de tout le pod. Okay. On veut tout indexer ça. Labeler ça le mieux possible. Genre, hopefully, être capable au même d'utiliser les timestamps pour... Puis créer un chat puis un search par-dessus. Puis genre, capable de faire passer du stock. Là. Je l'attendais. Fait quoi, on commence à explorer des manières de faire ça. Très cool. T'as-tu des shameless plugs pour finir, mon vieux? N'importe quoi. Shameless plugs. C'est une bonne question. Rien par rapport à Braver que je voudrais shameless plugger. Vous n'êtes pas en embauche right now? Non, pas en ce moment. On attend d'avoir atteint certains milestones pour côté financing puis tout pour ouvrir d'autres postes. Sinon, je réitérais, je ne suis pas le premier à en parler, mais je réitérais à quel point Missive est un outil game changer. Braver ne marcherait pas comme il marche aujourd'hui si c'était pas Missive. Vous êtes des power users? On est vraiment des gros power users. Je vais annoncer quelque chose avec Missive, pas sur ce podcast-là, mais en fait, il faut que je parle à ta blonde. OK. Parfait. D'un paquet d'affaires. Puis, Fait que c'est implémenté deep là, dans vos process. Oui, absolument. OK. Ouais, on est surtout... Fait que shout-out à un autre SaaS québécois. Oui, c'est ça, exact. Moi et Marie-Lou, on travaille pas... on travaille énormément via Missive. C'est-à-dire, mettons que elle prépare un courriel mettons, en réponse à un client, puis là, il y a un aspect technique à amener dans tout ça. C'est juste me puller in pour donner mon take, je finis de quoi, je l'envoie, ou Braver pourrait pas marcher comme il marche aujourd'hui si c'était pas Missive. C'est vraiment cool. Anything else? Non, je pense pas. Pense pas? Dude, j'ai eu vraiment beaucoup de fun. Merci d'être venu sur le pod, mon vieux. Ça fait plaisir. Alright, folks, la job du mois de novembre, ça se passe chez Kimobi, un leader de l'engagement client dans l'industrie automobile en Amérique du Nord. Il booste entre autres les comms et la rétention client chez les concessionnaires. Fait que des marques comme Ferrari, BMW, Porsche, ça roule sur Kimobi. See what I did there? Kimobi cherche une directrice ou un directeur des ventes. C'est une business de Québec qui a bootstrappé au-delà de 10 millions de revenus annuels récurrents, au-delà de 10 ans, c'est insane. Une équipe qui est bien rodée avec une stack de vente moderne, puis des belles opportunités de carrière pour la team vente aussi. Pour voir derrière les rideaux un peu, checkez l'épisode 102. Mais sinon, checkez surtout l'offre d'emploi et mon entrevue avec le co-founder et CRO Alex sur saspace.com/lajobdumois. Félicitations, vous vous êtes rendus jusqu'à la fin de l'épisode et vous méritez maintenant l'outro custom de Frank. J'ai une coupe de call to action. Ça se passe, c'est une business d'amour. On met de l'effort, de l'énergie, de l'argent aussi. Si vous voulez nous aider, il y a un paquet de trucs que vous pouvez faire. First, on investit beaucoup dans l'infolettre. Donc, chaque semaine, je fais des éditoriales où est-ce que je creuse dans un sujet puis je me gêne pas de dire les choses comme elles sont. Vous pouvez vous abonner sur le site web, saspace.com. Il y a l'onglet infolettre. Puis il y a aussi la call to action box à la fin de la page d'accueil. Donc, checkez ça. Sinon, si vous avez un SaaS au Québec, vous pouvez l'inscrire à notre index. Saspace.com, il y a un gros bouton mauve ajouter votre SaaS. Il y en a plus de 300. Si vous suivez pas déjà le pod, allez le faire sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube. Puis si vous pouvez nous laisser un review, ce serait vraiment smart. Ça nous aide à être plus découverts. On a un job board aussi. Si vous voulez poster une job ou trouver une job en SaaS au Québec, saspace.com/emploi avec un S. Un gros merci à tous nos partenaires certifiés qui financent et supportent beaucoup Ça se passe. Vous avez Léviat Légal pour tout ce qui est avocat, droit, besoin dans ce genre-là. Le Chiffre pour finance, fiscalité, comptabilité.
Baseline pour tout ce qui est accompagnement en AI. Vous avez Coveo, un employeur certifié qui offre des carrières de feu dans un scale-up. Fait que merci à ce monde-là encore une fois. On fait aussi des événements en présentiel très cool, souvent presque tout le temps sold out. Vous pouvez nous suivre sur Eventbrite pour être au courant de ça, où on en parle sur le pod aussi. Et puis finalement, last but not least, suivez-nous sur les socials, donc LinkedIn, Instagram. C'est là qu'on poste toutes les nouvelles sur la compagnie, mais le nouveau content qu'on fait aussi au niveau du pod, des events, etc. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Cheers!